Bonjour, petite fleur de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle création de personnages sur Oldtray pour la seconde table, la table de la patrouille des abysses, et je suis en compagnie de Marino. Bonjour. Aujourd'hui, c'est elle qui passe aux grilles, ça va très très bien se passer, bien sûr. Elle a mis dans une bonne ambiance, musicale, visuelle. Tu te sens à l'aise, tu te sens détente. Très à l'aise, oui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah bah oui, moi, tu sais, je suis MJ. T'es chez toi, donc... Voilà, c'est moi qui vous envoie des trucs horribles, moi tout va bien, hein, de mon côté, détente, hein. Détente. Tu connais quoi de l'univers? Rien du tout. Juste ce que t'as écrit. Ce que t'avais écrit, ouais. Parfait. Du coup, ça va se passer en 3 étapes. Grosso modo, la première, je te donne, on va dire, un récap général des événements que ton personnage ne connaît pas forcément. C'est plus pour que toi, tu aies une idée de la cohérence de l'univers, plus qu'autre chose. Dans une deuxième étape, je vais te dire ce que toi, ton personnage, il sait, ce qu'il vit concrètement, en étant relativement ouverte sur beaucoup de choses, parce que l'idée, c'est que tu fasses ton personnage, pas que tu te retrouves avec un personnage prétiré. Et enfin, dans une troisième partie, tu vas créer ton personnage en tant que tel, me dire, bah voilà, c'est Jean-Eudes, noble de son état, ceci, cela, ce que tu veux, qui sera ton personnage, qui lui donnera de la cohérence. Que tu aies un nom ou pas de nom, c'est pas forcément grave. Faudra évidemment que pour la première séance, tu aies trouvé un pseudonyme, mais si là t'as pas d'idée, c'est pas grave. Typiquement, son Witch aux dernières nouvelles n'a pas encore de nom de personnage. C'est toujours inconnu pour le moment, c'est un bon début déjà. Mais voilà, comme ça tu vas pouvoir quand même au fur et à mesure avoir une idée donc, de l'univers, de qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu vois autour de toi, et donc potentiellement de savoir à peu près ce que tu veux jouer. Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu voudrais jouer ou pas du tout au niveau d'archétype? Pas du tout. C'est vraiment open bar complet. Ah ouais. Bah comme j'étais pas sûre de l'univers et tout, je me suis dit j'allais voir par rapport à ce que tu me disais. Pas de souci. Tu as déjà fait du jeu de rôle? Oui. Ok, est-ce que tu as fait beaucoup de jeux de rôle? Non, moyennement je dirais. Enfin, j'ai jamais... Je connais pas très bien les univers et tout ça, mais du coup j'ai pas mal joué déjà avec mon frère. J'ai fait aussi Bon, c'était une partie de Critical, c'est ça, avec Kyriel. Et après j'ai fait un peu parfois du one-shot et trucs comme ça. Ok. Mais voilà. Tu sais un petit peu ce que c'est le narrativisme ou pas? Non. En gros, c'est quand tu fais du jeu de rôle plutôt axé sur le lore, sur les discussions, sur le narratif, etc. Et que le système de jeu, il est plutôt là pour soutenir la narration, pour être là de temps en temps quand il y a besoin de vraiment, on va dire, faire une mécanique, mais que c'est pas l'important. Okay. Et ça s'oppose plutôt à des jeux comme par exemple du Donjons et Dragons, qui est généralement plus axé sur la mécanique, sur le système, et tu vas faire la narration par rapport à tes systèmes, en gros. Moi, je suis plutôt de la première école, c'est-à-dire qu'on peut faire des séances où je vous fais jeter aucun dé. Ok. Ça peut arriver. Ça veut pas dire qu'il n'arrivera rien à vos personnages, par contre. Oui. On soit d'accord. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus axé sur qu'est-ce qu'on va raconter tous ensemble. Là, on est en plus de ça sur un système particulier, parce que du coup, on est sur un jeu de rôle qui s'appelle Oldtray. Oldtray, c'est un jeu de rôle qui a une particularité vraiment très très fun et qui a tout son intérêt en live, c'est que c'est de la co-création. C'est-à-dire que moi en tant que MJ, je vais vous placer certains éléments, mais vous allez aussi placer des choses. Et donc là, ce qu'on va faire nous avec les lives, c'est qu'en fait c'est les gens du chat qui vont venir placer des choses et non pas forcément vous les joueuses. Donc du coup, ça fait que concrètement, là quand je vais te présenter l'univers, dans la première phase, je vais te présenter ce qui est fait, ce qui est acté, parce que ça a déjà été créé par d'autres joueuses. Par contre, quand on va arriver sur la phase, notamment de ce que toi, ton personnage connaît, tout ça, on va le créer lors de la première séance avec les autres joueuses. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner 2-3 grandes lignes, comme un squelette, mais la peau, les organes, etc., qu'il y aura par-dessus, c'est vous, la table, qui allez lui donner une certaine cohérence, qui allez le dire ça, c'est comme ça. Ok. Et ça va être là, comme ça, tout le long de la campagne, puisque à chaque fois que vous allez par exemple faire de l'exploration, vous allez tirer des cartes qui contiennent des mots aléatoires, et en fonction de ces mots aléatoires, vous devez créer quelque chose, un élément qui va permettre de rajouter de la narration. Si je te prends un exemple, là la table qui est déjà en cours, donc la table dite de la patrouille des mages postiers, où il y a une séance tous les vendredis soirs, tous les derniers vendredis soirs, il y a des moments où ils sont en train d'aller de un point A à un point B. Quelqu'un tire une carte, admettons, ça dit des mots comme rencontre, danger, pluie, caillou, voilà, admettons. Et en fait, la personne va avec son chat. À chaque fois, on laisse une des streamereuses avec son chat gérer
cette narration-là, cette création de narration, avec son chat vont discuter, vont dire bon bah là on dit dire qu'en fait il y a une pluie d'un coup qui commence à tomber, mais en fait c'est une pluie de cailloux et du coup c'est quand même vachement dangereux, mais en même temps il y a quelqu'un qui est en train de faire un abri et donc du coup ça fait une rencontre, tu vois, admettons, ça peut être un truc comme ça. Pendant ce temps-là, généralement ça prend 10-15 minutes, le reste de la table est en train de discuter, de faire une petite scénette de vie. C'est-à-dire que les autres personnes vont tout simplement dire, bon bah voilà, on est sur la route en train de marcher, mais qu'est-ce qu'on fait quand on marche en fait ? Quelle discussion on fait ? Ce qui permet de faire du lien entre les différents personnages, et éventuellement créer un petit peu de narration aussi. Et ça va être comme ça tout le long, globalement, du jeu. Alors des fois les cartes, ça arrive aussi, c'est rien à signaler, donc il se passe rien. Hein. Concrètement la carte c'est, bah non, il n'y a rien. Donc bah il se passe rien, ça arrive aussi. Tout le jeu est pensé là-dessus. Tout le jeu est pensé sur cette mécanique-là, donc très régulièrement, en fait, nous allons tous ensemble créer, rajouter des éléments, et ce ne sera pas juste moi qui vous fais aller d'un point A à un point B, et puis basta. Il y a vraiment un côté où ça va aller dans des directions que même moi je ne peux pas prévoir. Du coup, au niveau de l'univers, c'est le moment où je vais commencer à lâcher beaucoup d'éléments. Tu as tout à fait le droit de dire « Stop, j'ai mal à la tête, on s'arrête là !» Comme tu as le droit de prendre des notes ou quoi que ce soit. De toute manière, comme tu l'as entendu, c'est enregistré. Donc ce sera disponible sur YouTube si tu as besoin de revenir en arrière. De toute façon, globalement, toutes les créations de personnages sont à peu près identiques. Donc tu peux prendre n'importe laquelle des VOD, tu auras à peu près les mêmes éléments. Tu es donc dans l'univers d'Oltré. L'univers d'Oltré, c'est un univers qui est très ancien. Fut une époque lointaine, il y avait plein de nations qui existaient, des nations qu'on dit elfiques. Les nations elfiques, c'est tout ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire que tu es un nain, tu es un elfe. D'accord. Je sais, ça peut être perturbant, il y a des gens qui sont en train de crier. Gimli, ça va aller, t'inquiète pas. Mais voilà. Une dryade, c'est un elfe. Tu prends n'importe quelle créature, ce sont des créatures elfiques. Nonobstant, il existe quand même deux races d'elfes, les Cid et les chevaucheurs. C'est ça, chevaucheurs ? Oui, et les chevaucheurs. Donc, qui techniquement sont vraiment des elfes de type elfe, tels que tu vois un elfe dans ta tête. D'ailleurs, on n'a pas défini si c'était elfe à la Tolkien ou elfe genre petit lutin des contes et légendes. Je vous laisse le voir comme vous le voulez. En gros, si, parce qu'on sait pour un truc quand même, on sait que les Cid, c'est un peuple particulièrement dégueulasse. C'est les elfes, mais c'est les elfes noirs en fait. c'est les elfes qui ont dessiné, on va dire, une certaine courbe d'évolution qui les a amenés à un point où là, aujourd'hui, ils estiment qu'ils sont les êtres les plus civilisés. Et donc, qu'est-ce qui est le plus civilisé ? C'est de s'auto-mutiler et de surtout torturer les autres êtres sentients. Et d'en prendre du plaisir. Waouh. C'est pas vraiment ce que j'appellerais des camarades. Non, voilà. Là c'est pas ce qui me vient non plus là. Voilà, c'est des elfes vampires. Oui, dans cet univers, il faut savoir que les vampires ont une grande proportion à se cacher parmi les Cid, parce que du coup ils passent inaperçus. Voilà, c'est une race jouable, hein, les Cid au passage, hein, je tiens à le préciser, si jamais. Donc, toujours est-il qu'il y a eu donc plein de nations qui faisaient plein de trucs à plein de nouveaux. Ça se prononce Ché, si ça t'intéresse, c'est un mot gaélique, mais non. Tu m'apprends des choses. Merci beaucoup, Octoven. Attends, Ché, Chi, c'est quoi ? Apparemment, Cid. Moi, c'est marqué S-I-D. Et du coup, ça se prononcerait Chi. Ouais. Oh. Apparemment. Je ne savais pas. Mais ça m'étonne pas beaucoup parce que Oltré, c'est un jeu de rôle qui est français, si je dis pas de bêtises. Et Oltré, c'est un cri de baston. Oltré, c'est genre à la baston, quoi, en gros. Et c'est du vieux François dans le texte. Donc, ça se prononce Ché, c'est un mot gaélique. Ouais. Un léger doute, mais d'accord. Donc, toujours est-il que ça, c'est le passé très 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 lointain connu dans ce monde-là. À un moment donné est arrivée une espèce vachement fun qu'on appelle les humains. Ouais, c'est sûr, ils vont être super gentils. Ils ont réduit tout le monde en esclavage, ils ont proclamé l'Empire et maintenant c'est l'Empire humain. Ah. Yeah. Cool. Et l'Empire humain a globalement détruit tout ce qui existait avant, a pris toute la place. On peut tout à fait imaginer un équivalent d'Empire romain, si tu veux voir un visuel. C'est vraiment pompé là-dessus. Donc voilà, tu imagines l'Empire romain, mais l'Empire romain mondial. Tout ce qui est connu, c'est l'Empire romain. Voilà, il n'y a pas de pas Empire romain, tout est Empire romain. Et donc, voilà, c'est purement une fiction, n'est-ce pas ? À un moment donné, l'Empire humain a quand même rencontré une petite difficulté, c'est ce qu'on appelle le père des monstres. Le père des monstres, c'est une espèce d'entité, on va dire, divine, équivalent entité divine, qui, malheureusement, est le chaos absolu, la corruption, la destruction de tout ce qui existe. C'est pas bien, c'est pas très très bien.
Et l'Empire, du coup, s'est dit, bah en fait, on va essayer d'empêcher que le père des monstres détruise tout. Donc en fait, on va battre le père des monstres. Il y a eu des complications. Alors, aujourd'hui, bonne nouvelle, le père des monstres est confiné dans un coin très 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 loin de l'Empire, enfin de ce qui était l'Empire, derrière un immense mur. Si tu vois le mur que tu as dans Game of Thrones, tu as la bonne idée. Voilà, c'est un énorme mur. Tu as des nains dessus qu'on appelle les nez de cuir qui se battent éternellement toute leur vie durant. Un nez de cuir ne meurt en grande majorité que de deux choses. Soit il meurt tué par des aberrations du chaos, soit il meurt tué par ses camarades parce qu'il est en train de devenir une aberration du chaos. Oh. C'est fun. Ouais. Cool. Voilà. Sympa. C'est sympa. C'est une race jouable, évidemment. Tu peux jouer un nain nez de cuir, c'est tout à fait possible. Attends, et du coup, les nains nez de cuir? Oui, parce qu'en fait, ils ont des espèces de poches de cuir sur le visage pour essayer de se protéger des émanations toxiques et de la corruption. Ok, et t'as dit du coup, c'est eux qui surveillent le mur, c'est ça? Ah bah ils surveillent pas, non, ils défendent le mur. Oui, voilà. Oui. Faut imaginer que le mur est constamment pris d'assaut, il y a constamment des espèces d'aberrations horribles qui grimpent le mur alors qu'il est d'une hauteur phénoménale pour essayer tout le temps de passer. Il y a des combats éternels, ça ne se passe pas bien. Zone de conflit, quoi. Ouais, ouais. Ouf. Le truc pas ouf qui pour est... les vacances. Pas ouf du tout. Le truc qui est bien, c'est qu'en grande majorité, il n'y a pas le père des monstres ailleurs. Ok. Ça c'est bien. Bon, c'est pas bien pour les nains nez de cuir par contre, parce que eux ils ont vraiment pas de bol. Mais pour les autres ça va. Nonobstant, il s'est passé un autre problème. Pour réussir à vaincre le père des monstres, en tout cas pour le contenir, l'Empire est allé de plus en plus dans le mauvais. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas déjà fondamentalement incroyablement bons et vertueux, mais il y a vraiment le moment où ils se sont dit, en fait, vous savez quoi, pour vaincre le feu, on va utiliser le feu. Et on sait comment ça se passe. Ça se passe toujours très mal. Donc ils ont commencé à faire des rituels démoniaques. Oui, parce que les démons c'est autre chose. Ce n'est pas la corruption du chaos, les démons c'est une autre espèce qui existe, qui fait sa vie. Mais ils ne sont pas reliés au père des monstres. Il y a les seigneurs démoniaques, il y a les démons, etc. Mais c'est juste des démons. Ils ne sont pas la destruction de toute chose. Donc ils ont commencé à faire des pactes avec eux. Donc à échanger des âmes. Voilà, comme je me suis dit, c'est pas le père des monstres, ça veut pas dire que c'est fun non plus. Ouais. Voilà, ça reste des démons, concrètement. Ils ont commencé à faire la nécromancie, ils ont commencé à faire des sacrifices humains, ils ont commencé à faire surtout des sacrifices elfiques, beaucoup de choses en fait, vraiment pas propres. Genre, vraiment pas propres. À tel point qu'à un moment donné où en fait tous les gens de l'Empire se sont dit, en fait, c'est quoi le pire entre le père des monstres et nous Est-ce que vraiment on continue? Enfin, parce que bon, là. C'est pas nous le mal depuis le début, quoi. Bah, c'est plutôt que les dirigeants sont peut-être un peu au même niveau, quoi. C'est peut-être plus ça. Ce qui, à un moment donné, où tu te dis, ouais, bon, en fait, c'est sympa, on a Zemmour ou on a Marine. Ouais. Bon, on combat qui? On est qui? On sait pas trop. Bon, peut-être un peu discutable, quoi. Et donc l'Empire s'est écroulé sous son propre poids, et s'est surtout écroulé parce que un de ses rouages principaux a décidé de faire sécession. Et c'est le moment où, non pas ACAB, bien sûr, parce que les flics ne sont jamais de notre côté, n'oubliez jamais ça, ce sont les postiers. En fait, les postiers, bah, ils livraient les choses, comme les sacrifices, comme les artefacts maudits, comme tout un tas de choses. Et à un moment donné, les postiers se sont dit, mais en fait, si on livre plus, ils peuvent plus faire la connerie, non? Ouais, c'est la grève. Voilà, du coup, on fait une grosse grève générale, on arrête tout de suite là maintenant. Et du coup, la patrouille, et c'est l'ordre auquel tu appartiens, la patrouille a décidé de complètement arrêter, du jour au lendemain, de tout livrer. Donc et la même... patrouille, c'est les postiers. Ah oui, d'accord. Voilà, ce sont les postiers. Et ont décidé de tout contrôler. Comme ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément les compétences pour gérer tout ce qui est magie, parce que c'est principalement l'aspect magique de l'Empire qui est vraiment devenu dégueulasse, nécromancie, etc. Ils ont commencé à développer des talents de magiciens. Donc c'est pour ça que c'est la patrouille des postiers mages. Et l'Empire s'est écroulé. L'Empire s'est écroulé parce qu'en fait, il s'est complètement dédié pendant des siècles à se battre contre le père des monstres, toutes ses ressources. Sauf qu'au moment où, du coup, tu viens niquer le rouage dégueulasse et fasciste que sont les mages, en fait, tu fais dégommer le rouage qui permettait à l'Empire de vaguement rester un empire. Donc tout s'est détruit. Toutes les régions sont devenues des régions, on va dire, sauvages, laissées pour compte les unes libres des autres. Et nous, on est à peu près 4 millénaires plus tard. Ok. Donc il s'est passé du temps. On est à un point où vraiment tout est reparti presque à régression. Vraiment,
officiellement plus d'empire. Enfin, si, officiellement il y a un empire, dans les faits, PTDR, oui, c'est ça, ouais, TKT. Il y a un empire, ouais. Il y a peut-être un empereur, vous savez pas qui, vous savez pas quelle génération, etc. Vous savez pas quel âge il a, et vous savez pas où il est. Mais ouais, il y a peut-être un empire quelque part, il y a peut-être un empereur TKT, oui, gloire à l'empereur, voilà. Globalement, chacun fait sa sauce. Mais il reste des bastions. Les bastions, c'est les QG de vos ordres, de l'ordre de la patrouille. Il y a globalement un bastion par chacune des régions. Donc une région, t'imagines qu'en gros, c'est un royaume qui fonctionne de manière plus ou moins cohérente. Ouais. Plus ou moins cohérente. Hein. Parfois, une région, t'as 2-3 royaumes qui sont potes et qui gèrent les choses ensemble. Merci énormément pour le resub. Merci beaucoup, Litender. Je laisse le petit message vocal. Wesh, Lila is in da place. Wesh. De kiffance totale. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Lily, en tout cas aussi bien que possible. Donc j'en étais à globalement une région, donc c'est un ensemble plus ou moins homogène de villes et villages qui vont vivre ensemble, qui vont échanger au moins un petit peu, etc. Donc ça reste encore une fois parfois très hétérogène. Tu peux vraiment avoir limite presque plusieurs pays, plusieurs royaumes qui en fait vivent côte à côte et ont des bonnes relations et ont des échanges. Parfois c'est un seul royaume qui a pris un contrôle d'une manière ou d'une autre sur ce qu'on appelle une région. Donc ça reste vraiment très divers et varié d'un endroit à l'autre. Mais l'idée c'est qu'il y a à peu près un bastion par région. Le truc, c'est que toutes les régions ne vont pas se remettre aussi bien que ça de la période de chaos absolu que vous vous êtes mangé après la fin de la guerre. Et donc du coup il y a des régions où tout se passe très bien, il y a des régions où tout se passe très mal. Ouais. Notamment les régions où il y a beaucoup de peuplades non humaines qui potentiellement se disent que c'est le moment de reprendre du pouvoir, de genre redevenir libre, de plus être esclave, etc. Et qui du coup ont pas très envie forcément de voir la civilisation telle qu'on l'entend reprendre part, parce qu'en fait c'est pas leur civilisation quoi, c'est une civilisation qui leur est imposée, donc au bout d'un moment t'as envie de dire niquez-vous quoi. Donc vraiment il y a des endroits très compliqués. Toi tu viens à la base, enfin toi non parce que du coup tu n'es pas la table des post-images, tu es la table des abysses, pardon, autant pour moi. Ah oui. La table qui est au-dessus de toi, parce que du coup toi t'es dans les abysses, donc là la table est au-dessus de vous littéralement, plusieurs kilomètres au-dessus de vous, mais au-dessus de vous. L'autre table en fait ça vient d'une région qui s'est bien remise, très bien remise, qui s'est tellement bien remise qu'en fait ils ont pacifié toute la région, toutes les villes s'entendent plutôt bien, et du coup ils ont beaucoup trop de bleus, et ils savent pas quoi en faire. De bleus ? Oui, les bleus, c'est les gens, en gros, c'est des novices. C'est des... ce qu'on appelle un bleu, je sais pas si tu connais l'expression, mais c'est quelqu'un qui est du coup le nouveau de l'équipe et qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, etc. Ah oui, ok, ouais. Je sais pas si c'est une expérience, enfin un truc connu. Enfin, moi j'ai toujours dit un bleu. Si, je crois, mais j'ai plus pensé hématome aussi, enfin genre... Mais en fait, oui, je crois que c'est... Mais je suis nulle en expression. Non, mais après, vous prenez des bleus aussi après, hein, donc finalement c'est les guides. Allez. Bonjour Féloutier, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, aussi bien que possible dans cette belle journée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait beaucoup trop de bleus, donc beaucoup trop de novices, et vous avez votre Lord Commander qui est arrivé très gentiment, qui vous dit « Bonjour, vous êtes désormais déclaré volontaire à une expédition dans une terre inconnue et encore sauvage. Merci, au revoir. » Voilà, donc cette équipe est partie dans une nouvelle région. Alors une nouvelle région, oui et non, hein, comme d'habitude, on ne découvre pas des territoires qui existent déjà, hein, mais ils sont juste allés mettre leurs pieds là où il n'y avait pas d'eux, jusqu'à présent, pour essayer de faire les choses bien. On rappelle quand même que là maintenant, donc à l'époque à laquelle vous allez jouer, l'ordre de la patrouille est quand même quelque chose de plutôt positif. Hein. On est globalement sur des facteurs mages qui essayent de faire en sorte que les gens s'entendent bien et que les relations se fassent. Ils sont pas spécialement là pour mettre en place une suprématie des humains ou quoi que ce soit. C'est même plutôt l'inverse. La patrouille, il y a plein de gens de plein d'espèces différentes. L'idée principale, c'est la collaboration, c'est les échanges, c'est de permettre d'avoir des alliances. Ils veulent redévelopper la civilisation, quelle que soit la civilisation. Ils n'essayent pas d'en imposer une. Et ça change beaucoup de choses. Et il y a donc une région qui avait totalement disparu depuis la guerre. Ça fait 4 millénaires qu'on n'avait pas de contact. Il y avait une énorme zone complètement pourri. Vraiment c'était genre des radiations, des trucs dégueulasses, tu meurs quand tu vas dessus, donc personne n'y allait parce que sinon il mourrait. Et là très récemment il y a eu un tremblement de terre et il y a une zone qui s'est ouverte là-dedans. Il y a un petit passage de quelques centaines de mètres de large qui s'enfonce dans cette zone, et on s'est rendu compte qu'en fait toute cette zone morte, c'est faux, c'est juste un contour
de zones mortes, mais à l'intérieur, il y a toute une région vivante depuis 4 millénaires qui fait sa vie, tranquillou, totalement isolée du reste. Et qui ne connaît On pas va la les patrouille. envahir. Alors, c'est pas que vous allez les envahir, c'est plutôt que vous savez qu'il y avait la patrouille là-bas, mais quand vous avez envoyé des éclaireurs, ils vous ont dit non, mais la patrouille, quoi? Donc, quelque part au cours des 4 millénaires, la patrouille a disparu. Et ils savent pas comment. Ok. Et donc, vous êtes la bleusaille qui est envoyée là-bas. En mode, Ok. retrouvez l'histoire, merci, bisous. Ça va bien se passer. Donc, la troupe est arrivée dans cette région-là. D'ailleurs, je peux te montrer la région au passage. Pouf. C'est ici. La surface. Tu veux bien t'afficher. Est-ce que tu vois Ouais. la région Oui. de Romaï Umbra? Donc, vous êtes arrivé par le bas Pont-Neuf, en dessous de Pont-Neuf. C'est la seule zone où il n'y a pas du Ok. rouge, parce que c'est la seule zone où il n'y a pas de mort absolue en marchant. Ok. Voilà. Le groupe est arrivé donc dans cette zone-là, s'est rendu compte que c'est le bordel. Concrètement, tu as Villanova, qui est un petit peu en bas au milieu, qui est une ville officiellement impériale. C'est-à-dire que pour eux, l'Empire existe toujours, point. Ouais. Ça fait 4 millénaires qu'on n'a pas de contact à l'extérieur, mais l'Empire existe toujours TKT. Voilà, on y Ok. croit. Et ils contrôlent, grosso merdo, Ville de Marcus, le camp des Marqués, Villanova, Pont-Neuf. À peu près. Ok. C'est grosso merdo des villes humaines. On a des tailles très très différentes. C'est-à-dire que si tu prends la ville de Marcus, on est quelques centaines. Tu prends Villanova, on est plusieurs milliers, dizaines de milliers. Hmm. Enfin, on était. Et il y a eu des complications à cause des événements récents, dirons-nous. Oh, Non, mais juste un dragon qui a fait un petit bordel, cramé un tiers de la ville, ce sont des choses qui arrivent, une Ouais, invasion démoniaque, voilà. oh. Oui. Mauvaise semaine, quoi. Bon. Ouais, un jeudi. Voilà. Un peu noir, du coup, le jeudi, puisque le dragon, ça a brûlé, tout ça. Puis du coup, le jeudi noir, la Ouais. référence, l'économie. Oh voilà. Incroyable, je sais, j'ai de l'humour, mais... Bravo. À droite, tu as la cité du gouffre, c'est une ville naine qui est globalement Attends, indépendante. juste. Oui. Ça, c'est parce que si j'ai bien compris, il y a du sous-terre Oui. et il y a du pas sous-terre. Oui, Et donc alors, là, c'est à surface ou Ça, c'est c'est la sous-terre? surface. Ok, oui. Ça, c'est la surface, et concrètement, ça te concerne quasiment pas. Je te donne une Ok. idée des événements Oui, qui ont oui. amené à ta table, mais Ok. ton personnage ne sait pas tout ça, sauf si un personnage qui s'appelle Lapis Lazuli, qui est joué par Glitch, te le dit. Ok. Voilà. Mais là, ça, c'est des informations générales. Je te dirais quand, à partir de là, c'est les informations que ton personnage connaît. D'accord. Donc la cité du gouffre est globalement une cité de nains indépendante. Elle va avoir une importance par rapport à ta table. Forêt intérieure, globalement, c'est une ville elfique indépendante. Buffet ailé, c'est un royaume elfique. Donc on a dit pas Cid, on a dit Chi, je crois. Je crois que la bonne prononciation c'était Chi. Bon bref, les trucs vampiriques dégueulasses, ceux qui sont très civilisés selon eux, et qui prennent donc un magnifique plaisir à surtout se nourrir de créatures sentientes, parce que c'est encore meilleur si ça comprend que ça se fait manger. Des gens bien, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et après, grosso merdo, tout le monde est un peu dispo, chacun dans son coin à faire sa vie, que ce soit la garde, que ce soit mémoire, que ce soit coup de bois, que ce soit grand trou de fer, que ce soit nouveau départ, etc. C'est globalement des villes indépendantes qui vivent de leur côté et qui font leur truc de leur côté, comme Erebor. Voilà, chacun fait sa petite sauce dans son coin. Donc vous, quand vous êtes Ok. arrivé, enfin quand la table précédente est arrivée, ils se sont rendus compte que déjà c'était le Zbol, qu'effectivement on les reconnaissait pas, on ne savait pas qui était la patrouille, on ne reconnaissait pas les logos, etc. En enquêtant, ils ont fini par retrouver les ruines du Fortin. Le Fortin qui est donc juste à gauche de Villanova, si tu le vois sur la carte. Le Fortin, c'est donc l'ancien bastion, tout simplement. C'est là où était le QG des patrouilleurs à l'époque, il y a 4 millénaires en arrière. Ils ont pu trouver beaucoup de données, beaucoup de comptes rendus, et ils se sont rendus compte que, en fait, c'est ici l'ancienne seconde capitale de l'Empire. Romaï Umbra, en plein milieu, c'était la deuxième ville la plus importante de l'Empire à sa gloire, et plus précisément, c'était la capitale magique. C'est-à-dire que tous les événements dégueulasses se sont faits à partir d'ici. Ah. Oh. Oh. Normalement, tu as la capacité de zoomer sur la carte. Si tu zoomes sur Romaï Umbra, tu verras que ce n'est pas un endroit très charmant. Ah oui. Ceci ça a des dents. est un gouffre avec des dents. Ok. Fun. Pourquoi Parce que il s'est passé des événements compliqués. En gros, ton ordre est venu faire un assaut sur les mages pour leur dire en fait, vous arrêtez vos conneries. Ouais. On va arrêter là les massacres, les invocations démoniaques, tous les trucs comme ça. Stop, en fait, c'est pas bien. Et les mages ont dit non. Du coup,
Grosse baston générale. Et tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un dragon qui très récemment a cramé Villanova. Et ben, il y a 4000 ans, ce dragon est arrivé. Parce qu'il faut savoir que les mages, ils ont fait une grosse connerie. Enfin, ils en ont fait beaucoup en fait, mais une connerie en particulier qu'ils ont faite à Roma et Umbra, c'est qu'ils ont utilisé des dragons, l'essence de vie de dragon, pour alimenter des sorts et compagnie. Oh non. Et ils ont fait ça sur les enfants d'un dragon en particulier. Un dragon qui est très puissant et très vivant. Et très en colère. Mince. Et qui est arrivé ici, en se disant « Oui, bonjour, je cherche ma famille. Vous allez douiller vos traces. » Pas content, ouais, j'imagine. Non, il a totalement cramé la ville. Le seul problème, c'est que il a cru que les patrouilleurs étaient avec eux. Et c'est lui qui a éliminé tous les patrouilleurs. Oh. Le dernier compte rendu que vous avez, en fait, c'est le dernier membre de l'ordre qui a écrit dans un journal que, en gros, il cachait tout et qu'il n'espère pas survivre parce que tous ses frères et sœurs sont morts et que là, concrètement, il s'est planqué dans un coin pour écrire les dernières nouvelles, on va dire, pour de futurs patrouilleurs qui pourraient peut-être un jour retrouver leurs traces ou quoi, mais qu'il ne s'attend pas à survivre très très longtemps. Et vu qu'il n'y a jamais eu d'autres traces laissées après lui et qu'il n'y a pas eu d'ordre pendant 4000 ans, à toute porte à croire qu'il a effectivement été éliminé. Ok. Ce dragon s'appelle Calorque. J'ai oublié de te mettre une petite information. Cette région s'appelle l'œil de Calorque. Oh. Voilà, Très bien. Petite information placée, voilà, comme ça, tranquillou, hein, bien sûr. Tout allait bien, c'était que des ruines jusqu'à récemment. Alors tu vas me dire, mais pourquoi du coup est-ce que c'est une abysse dégueulasse si c'est des ruines, Roma et Umbra? Parce que très récemment, il s'est passé autre chose. Très récemment, donc ta table est arrivée dans la région, a découvert beaucoup de choses, et s'est rendu compte que la ville de Lagarde, juste au-dessus du Fortin, est une ville qui se bat continuellement contre des morts-vivants qui viennent des ruines de Roma et Umbra. Ah, trop bien. Voilà, il y a des morts-vivants mages qui sortent continuellement des ruines et qui attaquent tous les habitants de la ville, etc. Faut bien compter que ta ville de Roma et Umbra, en fait, c'est pas juste là où il y a la case au milieu, c'était toute l'île, et donc ça compte plusieurs millions d'habitants. Ok. Donc il y a de la ressource. D'ailleurs, information au passage, chacun des arêtes de chaque hexagone, c'est 8 km, pour te donner un ordre de grandeur. Ok. Donc tu vois que c'était quand même une belle ville, hein. C'était bien. C'était joli. Donc du coup, la garde, comme il galérait un petit peu depuis 4 millénaires à gérer des morts-vivants, parce que les morts-vivants ne peuvent sortir que par là, parce qu'il y a un sort qui a été mis en place par du coup les patrouilleurs, qui fait qu'en gros, si tu franchis n'importe où ailleurs que la garde, tu es désintégré. Les limites des montagnes. En gros, voilà, c'est une barrière qui fait que Roma et Umbra ne pouvaient sortir que par la garde. Ils ont fait le siège de la ville, ils ont fait des choses bien les patrouilleurs à l'époque, hein. Vraiment, ils ont géré le truc. Hein. Bon, ça s'est mal passé à cause d'un dragon, mais ils avaient bien préparé leur truc. Ok. Toujours est-il que, du coup, comme il y avait des morts-vivants dégueulasses et tout, c'était un peu chiant. À un moment donné, il est possible qu'une des joueuses ait potentiellement fait un pacte avec une liche millénaire. Surpuissante. Qui du coup a fait une tempête d'éclairs pendant une semaine. À raison de un éclair tous les mètres carrés. Ah ouais. Toutes les secondes. Pendant 7 jours. Il n'y a plus de forêt. Pour se débarrasser des zombies, c'est ça? Ouais. Donc très bien. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de ruines, c'est vitrifié. Par contre, manque de bol, ça a fait découvrir quelque chose. Une abysse. Sous la ville, il y avait une énorme abysse. Apparemment, il semblerait que les mages fricotaient avec des choses dans les profondeurs. Entre autres saloperies. Mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les profondeurs. Enfin, toi, ton personnage saura parce que je vais y venir après, mais pour les gens de la surface, on sait juste que, merde, il y a des abysses. What the fuck, ça a l'air pas cool. Et du coup, depuis, il se passe des trucs pas cool. Il y a des cyclopes mages morts-vivants qui sortent des profondeurs de l'abysse. D'accord. C'est pas bien. Donc problème pas réglé, quoi, finalement. Si, problème des morts-vivants humains, elfiques, etc. réglé. Problème de cyclopes morts-vivants mages, pas réglé du tout. D'accord. Arrivé, voilà, c'est le moment où je sais pas si tu connais un peu l'informatique, moi pas trop, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. C'est le moment où tu crois que tu as résolu ton bug et finalement tu as un log de 36 000 erreurs qui viennent d'apparaître. Ouais, je vois le genre. C'est le moment où tu fais. J'en fais pas souvent, mais j'en ai fait assez pour voir le problème, oui. Voilà. Finalement, est-ce que c'était une bonne idée de régler ce bug-là? Ou sinon, ça peut marcher pour Première, quand tu fais des montages sur Première. Oui. Tu règles un bug et puis poum, t'en as 36 autres derrière. Oui, ceci est vrai. Ceci est très vrai. Je comprends. Ouais. Donc Red Bull, c'est un des membres de l'équipe de la surface, au passage. Ah. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses. Et donc dans des temps très très récents,
Il se trouve... Nous, au moins, on a résolu le problème. Non, mais... Il se trouve que la table spécifique donc à laquelle appartient Ray de Boule, avec son personnage de Abraham Chirac, ça ne s'invente pas, J'adore. chevalier de Corrèze, qui aime beaucoup les pommes, son équipe est partie vers la Cité du Gouffre, tout à droite de la map. Parce qu'il y avait une rumeur qui disait qu'à la base, c'était pas la Cité du Gouffre, c'était la Cité des Gaufres. Et qu'il fallait vérifier. C'est devenu Kylian Chirac, oui, parce qu'il est mort-vivant, mais il est redevenu vie, donc du coup, il est devenu adolescent en plus au passage. Donc il y a eu un passage Dark Sasuke Chirac, et maintenant on est sur Kylian, parce que maintenant il a de nouveau 15 ans. C'est compliqué, il s'est passé beaucoup de choses sur la table. Toujours est-il qu'à la Cité du Gouffre, ils se sont rendus compte de plein d'informations. Déjà, en fait, il y avait un gouffre à la Cité du Gouffre. C'est une information importante. Surprenante. Mais surtout, il y a des cyclopes tout à fait vivants, et donc sentients, et donc capables de raisonner, etc., qui sont en train d'en sortir. Ok. Et qu'ils ont un contrôle mental absolu sur tous les êtres vivants. Mais ils sont peut-être gentils. Non. Ah. Pas un brin. Pas une Ouais. seconde. Du tout. Alors... Un peu malgré eux, contre eux, on ne sait pas trop, il s'est passé un événement, un des membres du groupe qui était un golem, donc le seul qui a échappé totalement au contrôle mental, puisque du coup c'est une création artificielle, donc contrôle mental PTDR, s'est transformé en espèce de boule de lumière incroyable et s'est enfoncé dans le gouffre, a rebouché et détruit le gouffre. Oh waouh. Waouh. Et là, attention, c'est la fin du lore général. Ok. Nous passons sur ton lore à toi spécifique. Toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es sur cette... scène-là. Voici actuellement non placeholder Cité du Pylône. Vous la renommerez comme vous l'entendez en fonction de la table, de ce qui vous plaît. C'est encore une fois, c'est tout l'intérêt. On co-crée ensemble, donc vous lui donnerez un nom qui vous convient en tant que table. La seule chose que moi je vous oblige, c'est que c'est une cité cosmopolite. Vous avez au sein de la Cité du Pylône toutes les races représentées à égalité. À égalité dans le sens en termes de droit. En termes de proportion raciale, vous pouvez tout à fait décider qu'il y a plus de telle espèce ou moins de telle espèce, ça je m'en fous, mais en termes de droit, vous êtes équivalent. C'est ça le truc qui est important. Vous êtes une cité où, peu importe qui tu es, tu as les mêmes droits que n'importe quel Jean-Michel à côté de toi. Ou Jeanne Michel également. Le principe, c'est que vous êtes aussi la patrouille, mais vous n'êtes pas la même patrouille. C'est-à-dire qu'en fait, ta patrouille à toi, des abysses, elle remonte à 4000 ans. Tu sais, quand je t'ai dit qu'il y avait des pélos qui sont allés affronter Roma et Umbra, Ouais. et bien à l'époque, il y a des membres de la patrouille qui ont découvert les accès vers les abysses. Oh. Le truc, c'est qu'il y avait un dragon qui était en train d'attaquer la ville et de foutre le sbul monumental et de cramer tous tes frères et sœurs. Donc à des moments, en fait, t'as des membres ancêtres de ton ordre qui se sont dit, bon, et si on s'enfonçait à l'intérieur des ruines plutôt ? Non, parce que si on sort, on se fait cramer le cul, donc à un moment donné, peut-être que la survie, voilà, on tente. Ils sont tombés sur les accès des mages vers les abysses, et donc ils sont enfoncés dans les abysses. Ils ont réussi à survivre dans un environnement extrêmement hostile, puisqu'ils sont arrivés à la vérité. Et oui, tout ce que je t'ai raconté depuis le début, c'est un mensonge. Incroyable. La vérité vraie, c'est que la toute première espèce qui a existé, ce sont les cyclopes. Et la vérité vraie, c'est que toutes les autres espèces sont des créations génétiques des cyclopes. Vous êtes tous, littéralement... Même les humains et tout ? Tous. Non. Ah ouais. Vous êtes littéralement des outils créés par les cyclopes pour servir d'esclaves. Vous êtes des outils. Vous êtes pensés et conçus comme des esclaves. Et c'est pour ça qu'il y a un contrôle mental absolu, c'est que vous êtes génétiquement programmé à devoir obéir aux cyclopes. Vous ne pouvez pas refuser d'obéir aux cyclopes. Et attention, parce que ça c'est une information qui va être très importante pour ta table. Si vous rencontrez un cyclope, vous êtes obligé de lui obéir. Vous n'avez pas la possibilité de refuser. Waouh. Ah, c'est pour ça aussi que vous êtes sous une certaine tension. Les abysses, c'est l'endroit où vivent les cyclopes. Pourquoi ? Parce que les cyclopes ont fait une connerie. C'est dommage, hein. Première espèce, c'est bien. Première espèce qui crée d'autres espèces, c'est cool. Mais ça veut pas dire qu'ils sont des êtres divins ou exempts d'erreur. Non. Oh, combien non. Ils ont commis une erreur. Ils ont créé une espèce pour faire des outils extrêmement puissants. Donc ils ont donné à une espèce des outils vraiment très 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 forts en termes de magie, etc. On appelle ça les dragons. Le problème, c'est que les dragons, du coup, à un moment donné, ils se sont dit, en fait, on va se rebeller, on va trouver un moyen de se rebeller. Tout cramer. Tout cramer, exactement. Et donc, ça s'est mal passé. La guerre a été horrible et effacée des annales. Donc, personne, en gros, à part les dragons et à part les cyclopes ou les gens qui vivent dans les abysses, ne le savent. Mais il y a eu une guerre
phénoménal qui a tout détruit à l'époque, bien avant les nations elfiques, etc. Et qui a fait en sorte que, en gros, les cyclopes ont été relégués aux abysses. Ils ont été éliminés totalement de la surface. On a fait en sorte qu'ils ne soient plus là. Les dragons gardent le secret, mais ils ont toujours peur qu'un jour les cyclopes reviennent. Parce que même s'ils ont gagné la guerre, ça n'a pas été à n'importe quel prix. Ça a été très violent, très difficile. Vous êtes pour la plupart des esclaves. Vous vivez comme des esclaves, vous ne pensez que comme des esclaves. D'ailleurs, pour vous, dans les abysses, étonnamment, les dragons, c'est des êtres mythiques, mais vous ne savez pas à quoi ils ressemblent. Vous ne connaissez que le mot, et il n'y en a jamais eu dans les abysses. Vous savez que ça existe parce que les légendes en creux vous permettent de le savoir. C'est-à-dire que dans la cité des cyclopes, alors là, je tiens à préciser d'ailleurs que ça, ce n'est pas une cité des cyclopes. Qu'on soit d'accord, c'est une cité d'esclaves. En gros, le principe, très très facilement pour que tu comprennes l'idée, tu as des cités de cyclopes et tout autour, tu vas avoir des faubourgs, des villes où ils vont vivre les esclaves, et donc la cité du pylône, c'est un de ces faubourgs. Donc vous n'êtes pas très très loin d'une ville, en fait vous êtes juste à côté de la ville qui est en dessous de Romaeumbra. La ville de Romaeumbra, c'est une ville cyclope, et donc vous êtes un petit peu à côté, donc tu peux imaginer sur la carte d'avant, éventuellement que vous êtes quelque part en dessous des montagnes, qui entourent Romaeumbra, probablement. Pas plus de distance que ça. Le principe des cyclopes, c'est qu'en fait, ils vous considèrent que comme des outils. Vous n'existez pas en tant qu'individu. Ils s'en foutent de qui vous êtes. Donc vous avez parfois, parmi vous, des gens qui n'ont jamais vu de cyclope, qui n'ont jamais servi de cyclope. Parce qu'en fait, vous êtes juste des reproducteurs, en fait. Ils s'en battent les reins. Tant qu'ils ont des esclaves pour obéir, ils s'en foutent de ce que vous faites, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas leur présenter un danger. Parce qu'encore une fois, de toute manière, vous êtes obligé de leur obéir. Vous n'avez aucun moyen de vous rebeller contre eux. Donc ils s'en battent les reins. Ils ont un moyen notamment de faire appel à des esclaves s'ils en manquent un petit peu dans leur ville, mais ça arrive quasiment jamais. Ils peuvent invoquer leur voix dans la ville. Et donc ils peuvent invoquer et dire on a besoin de 25 esclaves là maintenant tout de suite. Et vous êtes tout à fait, pour te donner aussi un peu une ordre d'idée sur qu'est-ce que vous êtes censé obéir ou pas, vous êtes tout à fait capable en tant qu'esclave faire un conseil et vous dire bon ben c'est ces 25 là qui y vont. Et donc tout le monde ne va pas répondre, même si vous avez entendu l'ordre, parce que vous savez que l'ordre est rempli. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc on peut décider qui y va, quoi, c'est ce que tu dis. Voilà, vous pouvez décider selon comment est formulé l'ordre, évidemment, parce que si l'ordre est très clair et qu'il te regarde et qu'il te dit toi tu fais ça, tu peux pas dire oui mais alors ça va être lui. Non, là l'ordre a été direct, clair, net, précis, tu ne peux pas y esquiver. Mais sur des ordres on va dire généraux, vous avez une certaine marge de manœuvre, même si vous êtes obligé d'obéir à l'ordre. Donc, pour reprendre à ce que je disais, dans la cité des Cyclopes, il y a des fresques, il y a plein de trucs, c'est donc évidemment une ville de gros fachos de merde, donc ils ont mis leur petite histoire partout, réécrit, etc. Et donc il y a des endroits où on voit que ça a été réécrit. On voit que dans les races créées, il y a des endroits où il y a des trous. Ouais, Et donc, par petit travail fait par certains esclaves au cours des siècles, au cours des millénaires, vous avez été capable de réunir les informations comme quoi ces esclaves qui ont été supprimés des fresques, etc., ce sont les dragons. Donc vous savez que les dragons existent. Mais pour vous, les dragons, ça ne représente rien. C'est-à-dire que c'est un truc mythique, mythologique, mais vous n'avez aucune idée d'à quoi ça c'est censé correspondre physiquement, visuellement. Pour vous, c'est presque comme une chimère, l'espoir, vous voyez. C'est se dire, il y a des esclaves qui ont pu se libérer. Peut-être que nous aussi un jour. C'est plus ça, limite, un dragon pour vous. C'est quand vous pouvez tout à fait, ça encore une fois je vous laisse totalement libre autour de la table de décider ça ou pas, mais on pourrait imaginer que par exemple dragon ça puisse être une espèce de preuve de foi, tu vois, c'est un peu genre vous révérez les dragons, vous avez genre l'expression dragon ça veut dire l'espoir ou quelque chose comme ça, ce serait possible, parce qu'encore une fois vous n'avez aucune connotation au dragon, en l'occurrence en dehors du mot dragon lui-même et du fait que ce sont des esclaves qui ne sont plus esclaves et qui ont totalement disparu. Mais vous n'avez pas d'autres informations. Il s'est passé beaucoup d'événements récemment. Donc là, très récemment, en gros, la cité de Cyclope, il est arrivé un truc un peu perturbant. C'est-à-dire que tu vis dans les abysses. Donc le ciel n'existe pas. Pour toi, ce qui est au-dessus, c'est le plafond. C'est normal. Bah oui. Enfin, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. De mémoire d'esclaves, ça a toujours été comme ça. Évidemment. Bah oui. Alors c'est vachement bizarre. Qui d'autre ? Justement, il se passait un truc très bizarre. La cité des Cyclopes, il y a un truc super chelou qui est arrivé. Il y a quelques mois, enfin quelques semaines plutôt, il y a une boule lumineuse qui est apparue à la place du plafond. Et c'est marrant parce que c'est une boule lumineuse qui n'est pas là tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la boule lumineuse, elle est plus là. Mais c'est timé à peu près toujours dans des cycles à peu près équivalents. C'est marrant. C'est bizarre. Alors si tu avais les mots, etc., tu pourrais dire que c'est le soleil, c'est le cycle du jour, de la nuit, tout ça, mais voilà. Mais c'est pas que ça qui s'est arrivé.
Donc non seulement le plafond a disparu au-dessus de la cité des Cyclopes, ce qui est déjà perturbant, et du coup il y a une grosse boule de lumière chelou qui apparaît et qui disparaît, mais en plus de ça, pendant une période de 7 cycles, ce qu'on va appeler en gros un jour, hein, 7 cycles c'est un jour, enfin un cycle c'est un jour, donc 7 cycles 7 jours, il y a eu un truc très très bizarre, donc le plafond a disparu, et il y avait des gros trucs lumineux qui tombaient au sol et qui cramaient tout dans la cité des Cyclopes. C'était pas bien. Alors évidemment, la grande majorité des esclaves qui travaillaient dans la cité à ce moment-là sont morts, c'est évident. La plupart des Cyclopes ont pris une douille monumentale aussi, même s'il y a quelques survivants. Et vous, du coup, les cités esclaves autour, les faubourgs esclaves, en fait, vous vous sentez vachement plus libre d'un coup, parce que y a vachement moins de maîtres. C'est cool. Il y en a toujours. Cool ça, ouais. Mais il y a quand même vachement moins. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes passé de 10 Cyclopes à 1 Cyclope sur 10, quoi. Ouais. Le ratio est cool, voilà quand même. Mais c'est pas tout. Beaucoup plus récemment, et c'est là où on va prendre les événements pour toi, il s'est passé un autre truc, quelque part loin au sud, au sud-est, donc en gros en dessous de la cité du gouffre, si tu revois la carte d'avant. Il y a tout un groupe de cyclopes survivants qui s'est motivé à remonter à la surface, etc., suite à ces événements-là dans leur capitale. Et du coup, ça vous a fait un peu plaisir parce que vous avez dit, du coup, il y a quand même beaucoup des survivants qui sont pas très nombreux qui se cassent à la surface, enfin, qui vont ailleurs, enfin, genre, ils vont en dehors du monde. D'ailleurs, pour vous, la surface n'a pas de sens. Pour vous, c'est en dehors du monde. Hein. C'est genre, limite en dehors de la réalité. Hein. C'est genre, mais où est-ce qu'ils vont, quoi? Mais c'est pas grave, ils y vont. Allez, cassez-vous. Ils sont partis, avec devant un certain nombre d'esclaves. Et vous avez dit, ça va, on va pouvoir être un peu détente. Et au bout de quelques jours, vous avez reçu des nouvelles d'esclaves qui sont revenus, des esclaves qui étaient avec le corps de l'armée cyclope, et qui vous ont dit, les cyclopes ils sont jamais sortis en fait, parce qu'il y a un gros truc lumineux qui leur est tombé dans la gueule et ça a refermé l'accès. Oh mince. Oh zut alors, quelle déception. Mais c'est pas le plus chelou. Ce gros truc lumineux, apparemment c'est un truc humanoïde qui fait de la lumière, qui se balade depuis dans les abysses et qui défonce les cyclopes. Donc c'est vrai que vous de votre côté vous êtes un peu là en train de vous dire, est-ce que c'est pas le moment de jouer au truc là? Est-ce qu'il y a pas un petit truc à faire là? Est-ce que... Il y a une ouverture quoi. Il y a comme une ouverture. Et d'ailleurs je reviens là-dessus, mais potentiellement vous pouvez considérer que cet humanoïde qui fait de la lumière, etc., ça peut être ça un dragon. Puisqu'encore une fois vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un dragon. Et que là vous constatez qu'il y a un truc lumineux qui vient d'arriver, qui est en train de défoncer totalement les cyclopes. Donc potentiellement, mais je vous laisse encore une fois totalement libre de ça, vous pouvez vous dire, en fait c'est ça un dragon. Si ça se trouve c'est ça, vous ne savez pas, puisqu'encore une fois le dragon, à quoi ça ressemble, vous savez pas. Toujours est-il que au niveau donc de la cité du pylône en tant que tel, vous imaginez une grosse cité, on est sur plusieurs milliers de personnes, hein, très très clairement, enfin tu vois de façon un peu le rapport de taille sur la carte, sur l'image, c'est une grosse ville à l'intérieur du pylône. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis au milieu d'un pylône d'un lac? C'est pas sans raison. Les abysses, c'est un lieu dangereux. Déjà, il y a des cyclopes, c'est la merde, mais finalement, les cyclopes, vous êtes habitués. Mais il y a plein d'autres créatures qui traînent. Il y a des choses qu'on appelle des basiliques, par exemple. Il y a des choses comme des araignées géantes. Il y a des choses comme des choses que tu sais pas, mais que tu veux surtout pas savoir. Voilà. Il y a beaucoup de choses dedans. Et du coup, il faut des coins un peu safe. C'est mieux. Donc la cité du pylône, ça vous permet d'être un peu safe au milieu du lac. Bon, peut-être aussi qu'à une époque très lointaine, vos ancêtres se sont dit que peut-être plus difficile d'accès pour les cyclopes de venir vous chercher ici, s'ils ont besoin d'esclaves, peut-être que vous serez un peu plus détente. Bon, comme je te l'ai dit, ça marche pas très bien, parce que du coup, ils sont capables de faire des sorts magiques pour vous appeler et vous invoquer, et donc du coup, c'est un échec. Mais néanmoins, ça fait plusieurs millénaires que vous êtes là et que vous vivez dans cette cité. Toi, ton ordre, comme je te l'ai dit, t'es arrivé depuis 4 millénaires. Il n'y a jamais eu d'ordre de la patrouille dans les abysses avant ça. Vous n'existez pas, puisque la patrouille à la base, ça vient de l'Empire humain. Empire humain qui n'a jamais été ici dans les profondeurs. Puisque pour l'Empire humain, les cyclopes n'existent pas. Les abysses n'existent pas. Donc vous êtes vraiment un ordre, on va dire, récent. Sauf que vous vivez dans un environnement extrêmement hostile. Avec un libre arbitre très discutable. Et il s'est passé beaucoup de temps. Donc vous êtes une patrouille qui a oublié qu'est-ce que vous étiez. Vous êtes la patrouille. Vous êtes convaincu que vous êtes la patrouille, vous êtes convaincu que vous devez aider les gens, etc. Vous savez pas ce que vous faites.
Vous le faites, mais vous savez pas ce que vous faites. Et c'est pour ça que, c'est ce que je disais notamment avec la création de personnages de Sandwich, vous pouvez tout à fait partir du principe que vous avez des rituels un peu débiles, du genre tous les matins, à la réunion générale, vous venez avec une feuille de papier, vous commencez à écrire, et tout ce que vous faites toute la journée, vous l'écrivez, puis après vous le pliez, vous mettez un petit seau de cire dessus, et tous les soirs, vous venez le donner à un préposé de la guilde, qui va du coup, enfin de l'ordre, qui va le mettre dans une grosse boîte, et qui va dire poster en le rangeant dans un entrepôt. Tu vois, parce que vous avez oublié ce que c'est que le principe de la poste en fait. Vous ne savez pas ce que c'est que le livret du courrier. Surtout dans cet endroit-là où ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Potentiellement, vous avez plein de manières de faire qui n'ont pas de sens. Vous avez potentiellement plein de rituels qui vraiment sont juste absurdes, mais que vous faites parce que c'est comme ça que vous avez toujours fait. Enfin, vous croyez en tout cas. Ça, je vous laisse encore une fois libre, totalement libre là-dessus. Vous pouvez vraiment me définir des rituels complètement absurdes ou au contraire des trucs très très sérieux. Le seul truc qui est sûr et certain, et que ça je vous force, c'est que vous avez conscience que l'ordre est là pour aider les autres. Vous savez que c'est votre vocation première, vous êtes là pour aider les autres. C'est juste que vous savez pas trop à quoi ça correspond le fait d'aider les autres. Ouais. Chacun y voit un peu midi à sa porte, ouais, tu vois, chacun voit son truc. Pour le coup, c'est compliqué. D'une personne à l'autre, il va te dire moi j'aide en faisant ça, et lui c'est par exemple en faisant du jardinage, quand l'autre c'est de réparer le toit, quand l'autre c'est, je sais pas moi, de prendre la parole en public, etc. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Chaque membre de la patrouille fait un peu sa sauce, parce que bah, vous avez oublié ce que vous étiez. Ton personnage peut être de plein de races différentes. Comme je t'ai dit, c'est une cité cosmopolite. C'est un univers où, en gros, tu as plusieurs races humaines. Tu as les impériaux. Les impériaux, ils portent bien leur nom parce que c'est l'espèce humaine qui a imposé l'empire à la surface. Ouais. Voilà. En gros, tu imagines un humain qui fait à peu près 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, qui a les yeux généralement violets, etc. Ouais. Force physique généralement plutôt impressionnante, etc. C'est un peu le Tchad, tu vois. Voilà. Bon, ça se voit en même temps puisqu'ils se comportent comme des gros fascistes à la surface, donc finalement il y a peut-être un lien. Ensuite, tu as les humains qu'on appelle les cavaliers. Les cavaliers, c'est complètement pompé sur les Mongols, les tribus mongoles, nomades, à cheval, etc. D'ailleurs, ils s'appellent les cavaliers parce qu'ils sont à cheval la plupart du temps. Okay. Ce sont des populations qui ont très peu tendance, quand ils vivent dans leur société, à rester aux mêmes endroits. Encore une fois, prends en compte que là, dans votre cité, vous êtes une cité cosmopolite, vous vivez avec les mêmes droits, etc. Mais c'est votre cité qui est un peu particulière. À l'extérieur, vous êtes tout à fait capable de rencontrer des civilisations d'un même peuple, ou en grande majeure partie d'un même peuple, et qui du coup vont se comporter avec les traits que je te donne là maintenant. Vous êtes tout à fait capable, dans vos voyages dans le cours des abysses, de tomber sur une tribu de cavaliers qui du coup fonctionne et pense comme les cavaliers que je t'ai dit, à savoir tribu nomade, qui est tout le temps en déplacement, etc. etc. Même si là vous avez des cavaliers, on va dire que ce sont des cavaliers qui vivent dans une société un peu différente, puisque encore une fois vous êtes un faubourg d'esclaves qui a servi pendant des millénaires et des millénaires les cyclopes, donc vous avez un petit peu une forme de société qui est spécifique, quoi. Qui est un mélange d'un peu tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait estimer, ça encore une fois je vous laisse libre cours, que dans la cité du Pilion, vous avez des endroits, bonjour petite bulle, vous avez des endroits où vous avez des quartiers qui bougent. Admettons, tu vois, genre t'as des niveaux entiers de la cité qui en fait sont juste des terrasses, et en fait il y a des populations, cavaliers ou pas que, qui vont venir installer des tentes, installer des yourtes, peu importe, et qui vont bouger de temps en temps parce qu'ils ont gardé ça dans leur manière de faire, admettons. Okay. Vraiment ça, encore une fois, vous êtes totalement libre. Comme autre peuple, tu as les Nordiques. Donc les Nordiques viennent de leur nom évidemment de la surface. En gros, c'est des populations scandinaves, etc. C'est vraiment l'archétype pareil qu'on a. Tu peux imaginer de manière un peu caricaturale tout ce qui est viking, etc. Ouais. Ça collera bien. Globalement, un peuple plutôt tenu par l'honneur, la force, etc. Le respect des traditions. Et enfin, tu as une dernière espèce humaine, c'est nous, c'est les citadins. C'est toi, c'est moi, voilà. Ouais. Les citadins, c'est l'humain moyen, c'est l'humain tel qu'on le conçoit en général, un espèce de mélange de toutes les autres espèces. Le citadin est même probablement une espèce qui a été mélangée avec d'autres espèces non humaines. On ne sait pas trop. Vraiment, le principe, si tu prends un citadin, c'est le principe de le commun. Ouais. Voilà, c'est l'espèce commune. Officiellement, espèce humaine commune, mais... Encore une fois, le principe c'est que c'est un gros mélange, quoi. Tu sais pas trop ses origines. Ouais. Il y a de tout.
Le citadin, c'est l'espèce la plus présente à travers, on va dire l'ethnie et l'espèce la plus présente à travers toute la surface. C'est probablement le cas également dans les souterrains. Encore une fois, je vous laisse libre cours là-dessus de définir si c'est le cas ou pas, mais c'est plus que probable. En dehors de ça, vous avez des espèces, notamment naines. Vous avez donc les nains dits nés de cuir, que je t'ai évoqué tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous avez également des nains de cuir? Parce que je t'ai expliqué pourquoi les nains de cuir. C'est parce que le mur, il n'est pas que la surface. Oh. Et oui, le père des monstres, c'est une belle saloperie chaotique dégueulasse. Donc en fait, le mur est toute une structure de défense qui effectivement est un immense mur à la surface qui monte, mais c'est également un truc qui creuse dans les profondeurs pour essayer de contenir la menace aux mêmes endroits. Et du coup, c'est manque de bol, mais certains nés de cuir, une fois en creusant, se sont rendus compte qu'il y avait du monde en dessous. Et se sont rendus compte qu'il y avait des cyclopes aussi, et qu'ils étaient obligés d'obéir aux cyclopes. Ah. Donc, manque de bol, ils se sont retrouvés à devoir faire exactement la même chose qu'à la surface, mais pas pour les mêmes mètres. Oh zut, quelle joie, Mince. vraiment. Ouais, hein. Un peu le seum. Hein. Mais bon, voilà, ça arrive que de temps en temps, du coup, il y a des nés de cuir qui finissent par balader, mais vous avez quand même des nés de cuir aussi dans les souterrains. Vous avez également les longues barbes, je crois, j'ai un doute. Attends, je vais regarder ça vite fait pour pas dire de bêtises. Hop, le manuel du patrouilleur. Veux-tu bien charger, s'il te plaît? C'est long. Est-ce que pour l'instant ça va et pas trop d'informations? Franchement, ça va, c'est clair. Tu racontes bien aussi. J'essaye. Bon, après, c'est aussi plus ma première tentative. Je pense que ça joue. Oui, ouais. Mais non, pour l'instant, ça va, c'est clair. Alors, je prends des notes un peu. Ouais, mais mais je faut suis à pas l'abri hésiter. d'oublier des trucs des fois, mais. Ouais. Non, mais de toute façon, tu sais que Mais si t'as ouais. besoin, je suis là. Les longues barbes. J'avais raison. Les longues barbes, en gros, t'imagines des espèces de puritains, mais nains. Ça donne envie, hein. Ouais. En vrai, d'ailleurs, j'ai les. Est-ce que tu veux les petits trucs écrits par le livre de règles? Les petits. Ouais. Donc les longues barbes vivent en petites communautés claniques sédentaires, dans des forteresses isolées qui profitent du terrain et des conditions. Ils exploitent le sol, les sous-sols à la recherche de minerais qu'ils traitent et revendent aux hommes en échange de nourriture. Rigides, puritains, les longues barbes ne goûtent guère à la fantaisie elfique ou au désordre humain, ne quittent leurs sobres habits foncés que pour revêtir brogne et cautèle avant la bataille. Ça donne envie, hein. Fun, hein. Ouais. Bon, nez de cuir, tu veux que je te le relise ou pas, du coup? Vu que je l'ai sous les yeux, je peux. C'est toi qui me dis. Vas-y. Donc les nez de cuir, quelque part dans l'est du monde, les nains ont construit une immense forteresse et un mur plus grand encore, pour contenir au loin une menace dont ils ne disent rien. Les nez de cuir viennent de là, le visage couvert d'un masque de cuir qu'ils n'enlèvent jamais, comme s'il était greffé à leur face. Silencieux et taciturnes, les nez de cuir parcourent le monde en solitaire, loin de leur communauté, à la recherche, dirait-on, d'une mort à leur mesure. Ça donne envie. Les elfes. Première elfe possible, les chevaucheurs. Les chevaucheurs de loups sont des fées de petite taille, musclées, rapides, possédant une culture sauvage et nomade. Ils parcourent les collines boisées, les montagnes de basse altitude en petits groupes familiaux, pratiquant la chasse et la cueillette. Ils rejoignent parfois les communautés humaines pour vendre des fourrures ou les précieuses figurines en os qu'ils confectionnent et achètent de grandes quantités de tissus plus ou moins précieux, étoffes qu'ils affectionnent et dont ils tirent des vêtements toujours plus étranges et magnifiques. Les chevaucheurs ne connaissent que la victoire ou la mort. Toute reddition leur est impossible, car ils craignent la morsure des chaînes plus que toute autre chose au monde, ce qui leur a valu d'être éreintés par les impériaux et de manquer disparaître. C'est sympa aussi. Et les Cides. Ah bah tiens, non, on a dit les... Les Chi. Les Chi, pardon, oui c'est ça. Chid. Je sais pas. Non, juste Chi, quoi. Je crois que c'était Chi tout à l'heure. Ouais. Tu crois que c'est parce qu'ils ont mal au ventre? Je l'ai pas. Chi. Ah, caca. C'est Ouais. ça? Ouais. Non. Ouais. Voilà, le caca. L'humour. Finesse, subtilité, Non, mais ça marche. Au début, j'ai pas compris. bonne odeur, tout ça. Oui. Chi, c'est un i long. D'accord. Chi. Chi. Parfait. Donc les Chi sont des fées de haute taille à la peau laiteuse, aux cheveux d'or. Beaux, orgueilleux, ils quittent rarement leur dernier domaine au sein des forêts profondes épargnées par les Essarts, rêvant au temps où ils régnaient sur les peuples féeriques avant les guerres gobelines. Ils eurent jadis une civilisation plus fastueuse et plus belle que celle de l'Empire, mais ces jours sont loin maintenant. Les Cides sont malheureusement dépendants du sang frais. Celui d'animaux d'élevage peut suffire, mais ils ont pris goût au sang des hommes, tellement plus riches et onctueux. Des gens bien. Oui.
Et Gens après de les humains. goût. Voilà, des gens de goût, ouais. Et après, c'est les peuples que je t'avais déjà présentés. Donc, les Norrois, c'est les Nordiques. Les cavaliers, bah, je t'avais dit les cavaliers. Citadins. Et les impériaux, Voilà. Ok. Après, pareil, je peux te faire les petits textes si tu veux, en soi. C'est comme tu... Peut-être juste sens. citadin, vu que, a priori, c'est ce qu'on est, c'est ça, hein. Bah, pas forcément, c'est toi qui choisis. Ah, pas forcément. Ah, ok. Non, toi, ok, tu ok. choisis l'espèce que tu veux. Ça, c'est les espèces jouables de base prévues par le jeu. Et Ok, en ok. soi, je suis pas une pute. Donc, si t'as envie de faire un peu tout et n'importe quoi, il y aura pas besoin de payer un supplément quelconque. Tu pourras jouer une dryade ou je ne sais quoi. Vraiment, il n'y a pas de... Je vais pas être agaçant là-dessus, hein, vraiment. Ok. À moins que ça soit vraiment aberrant et que tu me dises j'ai envie de jouer une araignée mutante du chaos. Là, je vais Vampire. dire non. Ouais, non. mais vraiment, si tu me dis voilà, dryade, si tu me dis, je sais pas moi, une pixie, encore que pixie c'est une toute petite créature mignonne comme ça et ça va être peut-être un peu compliqué de jouer avec, mais en soi ça serait possible. Enfin voilà, je vais pas forcément être particulièrement relou. Vraiment, Ok. je suis pas gênante là-dessus. Donc citadins, les impériaux conquirent bien des territoires et leurs habitants en même temps. Tous ne devinrent pas des impériaux. À leur tour, ils se contentèrent de vivre benoîtement, sans faire de vagues. Depuis la chute de l'Empire, les communautés sont de plus en plus isolées les unes des autres, affairées à se protéger, à dresser des murs contre les dangers venus de l'extérieur, qu'il s'agisse de créatures monstrueuses ou simplement de cavaliers en quête de proie facile. Les impériaux eux-mêmes se mêlèrent à eux jusqu'à abandonner leur identité pour une culture de survivance et d'adaptation constante. Jouer un cyclope, non, ça sera pas possible par exemple. Merde. Ah, On la plante, on va Banshee. Ah, du coup, la Banshee, c'est un type de Shi, parce que ça s'écrit Banshee, Banshee, en graphie originale. D'accord. Je savais pas du tout, j'apprends des choses incroyables. Merci le chat. Ah, je connais pas ça, je crois. Ouais, bah non, la Banshee, c'est une créature mort-vivante qui tue avec son cri, de ce que je sais. Ah, ouais, je vois ça. Mais peut-être que ça, déjà, c'est complètement éclaté, hein, parce que ça, c'est très jeu vidéo, hein, voilà. Ouais. Qu'on soit d'accord. Donc peut-être très loin de la légende originale. Mais j'avoue que je savais pas du tout que ça venait de là. C'est trop cool. C'est trop cool. En fait, c'est jeu vidéo JDR. Voilà, je le sentais venir. Ça dit que c'est de la mythologie celtique irlandaise, c'est considéré comme une magicienne ou une messagère de l'autre monde, Cid. Elle est comparable à d'autres créatures mythologiques d'Europe, mythologie galloise ou nordique. D'accord. Et après, enfin, ça c'est le truc de base. Donc peut-être qu'après il y a plein de déclinaisons et tout quoi. D'accord. Ouais, c'est ce que dit ici Octoven. Banshee normalement prévient de la mort. Ah ouais. Okay. Stylé. C'est stylé. C'est stylé. Et puis bah du coup voilà, globalement je t'ai donné donc toutes les races de base prévues. Si t'as une question autre pour une race, c'est toi qui me dis. Est-ce que tu as ta fiche perso sous les yeux? Oui. Parfait. Donc on va commencer tout de suite incessamment sous peu à remplir. Tout en haut, patrouilleur, c'est le nom de ton personnage. Donc pour l'instant, je crois que c'est Inspiration 2000. C'est ça. Je l'ai pas encore. Ça viendra. Joueur, c'est toi. Donc tu peux écrire Marino. Voilà. Ouais. C'est toi. Ça je l'ai. Ça normalement, voilà, c'est pas trop difficile à choper. C'est censé se passer plutôt bien. Ok. Ensuite, donc, on va passer au peuple. Donc, c'est là où je t'ai donné donc, les différents peuples prévus de base par le jeu. Donc, impérial, cavalier, norrois, citadin, cid, si. Je vais y arriver. Chi, chevaucheur, longue barbe, nez de cuir. Est-ce que tu as une envie en particulier ou pas? Peut-être chevaucheur, ça peut être drôle. Mais du coup, maintenant, je me dis peut-être que j'aurais dû faire plus gaffe. Peut-être, attends, je vais relire le truc. Ouais, je peux le faire. Ou tu peux le relire, vas-y. Manuel des patrouilleurs. Enfin, parce que j'ai un peu le truc, mais pour savoir un peu leur valeur et machin, enfin, c'est tout ce qui va. Chevaucheurs, hein, donc les elfes. Hein. Ouais. Les chevaucheurs de loups sont des fées de petite taille, musclées et rapides, possédant une culture sauvage et nomade. Ils parcourent les collines boisées, les montagnes de basse altitude en petits groupes familiaux, pratiquant la chasse et la cueillette. Ils rejoignent parfois les communautés humaines pour vendre des fourrures ou les précieuses figurines en os qu'ils confectionnent et achètent de grandes quantités de tissus plus ou moins précieux, étoffes qu'ils affectionnent et dont ils tirent des vêtements toujours plus étranges et magnifiques. Les chevaucheurs ne connaissent que la victoire ou la mort. Toute reddition leur est impossible, car ils craignent la morsure des chênes plus que toute autre chose au monde, ce qui leur a valu d'être éreintés par les impériaux et de manquer de disparaître. Alors vu que nous on est dans les abysses, tu peux changer ça par rapport aux cyclopes, et du coup tu peux mettre que justement vous êtes nomade parce que vous essayez d'être loin des cyclopes. Difficile d'accès poileux. Ok, j'aime bien.
Ok, bah du coup, tu peux mettre chevaucheur. Tu peux mettre chevaucheur. Ensuite, tu vas devoir choisir ce qu'on appelle la motivation. Qu'est-ce que la motivation ? La motivation, en gros, c'est ce qui va pousser ton personnage à faire des trucs en général. Ce n'est pas quelque chose que tu es obligé d'avoir pour toutes les actions que tu fais. Hein, tu peux décider que là, à ce moment-là, bah, juste tu t'es levé du mauvais pied et tu vas rouiller derrière le brancard parce que voilà, nique. Ouais. Mais en gros, la plupart du temps, quand tu vas faire quelque chose, c'est parce que tu as cette volonté-là. Il en existe 8. La première est archéologue. Vous êtes passionné d'histoire. Les ruines des anciens empires qui ont régné sur le monde regorgent de connaissances, de vestiges, d'artefacts qu'il faut redécouvrir pour comprendre le passé. Mais ces mêmes ruines sont aujourd'hui les repères de créatures monstrueuses, de clans féeriques, de brigands sans foi ni loi. Donc en gros, motivation pour la connaissance du passé. Bâtisseur. Les communautés civilisées sont éloignées les unes des autres et peinent à communiquer entre elles. Chacune tente de survivre avec les faibles moyens à sa disposition. Vous savez que votre rôle est d'aider le monde à renaître. Vous êtes un messager, un architecte, un conseiller. Partout où vous allez chercher à construire, à développer, ce qui signifie souvent résoudre des problèmes insolubles pour les locaux. Chasseur de trésors, stupide economics. Non, pardon. Sans être cupide, vous aimez les richesses. Suffisamment pour aller risquer votre vie dans de nombreuses aventures qui pourraient vous rapporter le magot auquel vous rêvez. Assez de coffres débordant d'or, de bijoux, d'objets anciens pour que vous puissiez passer le reste de votre vie dans la douce opulence d'un palais. Mais vous êtes aussi très certainement le trésorier et l'économe des patrouilleurs, toujours à surveiller les dépenses et à gérer les entrées. Donc on n'est pas tout à fait dans Stupid Economics, mais... l'idée mais tu vois l'idée. Voilà, il y a l'économie. Voilà. C'est important l'économie. Chroniqueur, vous êtes le témoin de votre époque. Vous voyagez pour enregistrer les événements les plus importants, décrire le monde que vous voyez, rapporter ce que les gens vous disent de leur vie. Mais la limite entre le témoin et l'acteur est ténue, et vos compagnons ne sont-ils pas de bons sujets pour vos histoires ? Vous aurez très certainement la lourde tâche de tenir le journal de bord de votre équipe. Conquérant. Ça c'est Abraham Chirac. Abraham Chirac a pris Conquérant, mais en même temps, est-ce que c'est très étonnant ? Non. Les patrouilleurs étaient les garants de la parole de l'empereur. Ils ont failli à leur tâche. Mais vous ne comptez pas abandonner aussi facilement. Un jour, toutes les régions où vivent les hommes seront à nouveau sûres, protégées par des forteresses, tenues par les patrouilleurs, et ceux-ci seront respectés et vénérés. Ça, c'est voilà. Ok, d'accord. Ça peut être très drôle. Conquérant, déjà tu joues un ou une chevaucheuse, donc déjà ça va être drôle, parce que c'est là en mode « Oui, bonjour, la parole de l'empereur humain !» C'est ça. Ok. Ah bon, et dans les abysses, où il n'y a jamais eu l'Empire. Oui, bah maintenant oui. Ok, très bien. Maraudeur. Sans réel but, éternel vagabond, vous profitez de toutes les opportunités que la vie vous offre. En tout cas, la tranquillité d'une vie réglée dans un village ou la sécurité des salles d'une forteresse n'est pas pour vous. Vous préférez dormir à la belle étoile et vous cherchez votre pitance en découvrant chaque jour de nouveaux levers de soleil. Mystique. La puissance du père des monstres vient de la magie. Celle des dieux de tous les panthéons aussi. Il existe des lieux de pouvoir, et entre chaque, des lignes de force qui parcourent le monde, le divisent. Et bien avant les fées, bien avant les hommes, la magie existait déjà. Il reste temps à découvrir de ses secrets et de ses pouvoirs. Et enfin, tueur de monstres, parce que vos parents furent tués par de créatures abominables, que vous cherchez des composants précieux pour les alchimistes, ou simplement parce que vous aimez les montées d'adrénaline, vous pourchassez les monstres les plus divers, soi-disant pour pacifier le monde, à moins que vous ne cherchiez juste une mort héroïque. Oh wow. Ah, voilà. Juste entre mystique et tueur de monstres. Envie de tuer les gros trucs. C'est ça. Mais en même temps, le truc chevaucheur, ça faisait un peu proche de la nature, machin et tout. Du coup, ça peut faire un peu magie et tout. Hein. Ouais. Bah, ça peut faire tueur de monstres aussi, en mode il y a des prédateurs ultra vénères qui foutent le sbeul, on va refaire un équilibre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, les tueurs de monstres. Mais j'imagine trop le groupe, c'est le moment où t'as tout le monde qui va être en mode ah, courage Fillon, il y a une araignée géante. Et à l'opposé, t'as Marino, il est en mode baston. La petite fée en mode ouais. Très bien. Trop bien. Oui. Mais où est-ce qu'elle est partie ? Bah, elle est au-dessus de la tête de l'araignée géante. Quoi ? Des petits coups, poup poup. Ouais, après, selon la forme du coup, en vrai. Ah oui, non, t'inquiète. Hein. Gros biscotte. En plus, c'était écrit genre chevaucheurs sont musclés, je sais pas quoi. Oui. Voilà. D'ailleurs, point important sur le système de jeu, il n'y a pas de trait ratio. C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quel personnage. Hein. Tu es un elfe, tu ne seras pas bloqué sur telle ou telle progression de telle ou telle classe. Et même, à plus forte raison, tu as un autre élément très important,
toutes les classes, tous les métiers sont disponibles. Tu peux tout à fait, à un moment donné, te dire tiens, je vais partir vers de la magie, tu fais des sorts, puis finalement tu te rends compte que ça me transcende pas. Tu peux aller mettre tes points dans totalement autre chose. Ça ne te portera pas préjudice. Ok. Ça, c'est un truc qui est quand même très cool. Ouais, c'est stylé ça. Ensuite, tu vas choisir une initiation. Initiation, en gros, c'est depuis combien de temps tu es dans l'ordre. Héritier, vous êtes né, vous avez passé toute votre vie au sein d'une communauté de patrouilleurs. On vous a entraîné dès votre plus jeune âge à la maîtrise de vos métiers. Vos maîtres ont fait du bon travail, mais vous manquez sans doute d'un peu de souplesse. Vous n'avez que 2 cartes d'exaltation et aucune carte de persécution. Un bon patrouilleur ne se laisse jamais aller. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une mécanique que je t'ai un petit peu introduite tout à l'heure, mais très légèrement. Je t'ai dit qu'il y a des cartes à tirer, et que ça allait faire des effets. Et j'ai pas tout dit. En fait, il n'y a pas que quand vous faites de l'exploration que vous avez des cartes. Vous avez 2 autres types de cartes. Vous avez les cartes dites d'exaltation et les cartes dites de persécution. En gros, ce sont des cartes bonus, des cartes malus. Et ça peut être très très fort, dans un sens comme dans l'autre. En gros, le principe avec Héritier, c'est que tu es très entraîné. Donc, tu as des stats de base qui sont solides. On va dire ça comme ça. A contrario, t'es pas trop allé en dehors de l'ordre. Tu sais pas trop ce que c'est que la vie de tous les jours. Donc, c'est ça tu manques de souplesse. C'est une situation qui pue la merde. Tu peux pas sortir une carte un peu joker pour t'en sortir. Il va falloir que tu fasses avec tes métiers. Voilà. Tu vas pas pouvoir esquiver. A contrario, si tu pars sur... c'est pas adopté, c'est pèlerin. Pèlerin, c'est exactement l'inverse. C'est que tu viens d'arriver très récemment dans l'ordre. T'as pas du tout de métier, t'es pas du tout entraîné. Donc t'as des compétences qui sont très limitées. Par contre, t'as beaucoup de cartes d'exaltation et de cartes de persécution. Ce qui fait que dans une situation qui pue sa race, tu peux sortir une carte joker et complètement esquiver le truc. Donc exaltation et persécution, il y en a une bonus et l'autre malus ou non c'est ça. Une carte exaltation, c'est toujours des bonus. Carte persécution, c'est toujours mauvais. Et la mécanique est que pour choper des cartes d'exaltation, il faut forcément utiliser une carte de persécution. Donc du coup, la mécanique, c'est que tu vas piocher une carte exaltation pour toi, tu vas piocher une carte exaltation pour quelqu'un, et tu vas donc faire l'effet de la carte persécution. C'est le seul moyen de récupérer des cartes d'exaltation. Et à chaque fois que tu utilises une carte persécution, tu peux rechoper aussi une carte de persécution. Comme ça, tu peux retirer plus tard encore et encore. Les cartes de persécution peuvent avoir des effets parfaitement horribles. Et je vais te raconter une histoire qui n'est pas du tout une histoire vraie et qui n'est pas du tout quelque chose qui m'est arrivé, et je ne te déteste pas du tout, lapin. Sache, lapin, que je te pisse encore dessus. J'ai fait une table de Holtrey où j'étais joueuse. J'étais heureuse. On a fait plusieurs sessions. On a fait 3 séances, aller chercher un artefact magique. Mon personnage a eu des séquelles. Il s'est pris une malédiction qui l'a transformé en mort-vivant à terme à cause de cet item magique qu'il fallait ramener au bastion. Et la 3e séance, alors qu'on était devant les murs du bastion, mon camarade utilise sa carte persécution. Oups, j'ai perdu l'objet. Je te hais, lapin. Je te hais toujours. T'es mon meilleur ami, mais je te hais. Où que tu sois. La blessure est encore là. Oui, 3 ans après. Ah oui, d'accord. 4 ans 4 ans après. Te juge toujours. Voilà, ça c'est une carte d'exécution. Ça peut te foutre un somme monumental. Ah ouais, ouais. Par contre, à contrario, les cartes exaltation, ça peut être très fort. Ça peut être, par exemple, tu es mon ami. Et en fait, un PNJ croit que tu es son meilleur ami. Ah. Et donc, du coup, peut totalement passer des trucs très 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 bien pour toi. Parce que si tu utilises cette carte-là, genre sur le roi, par exemple, ça peut avoir des effets cool. Ah ouais. Je n'aime guère l'autorité. Oui. Donc voilà, c'est très très fort dans un sens comme dans l'autre. Ok. Adopté, donc du coup c'est le mix. Vous avez rejoint les patrouilleurs au cours de votre adolescence, vous avez passé quelques années en leur sein, vous avez appris autant que vous pouviez auprès d'eux. Vous n'êtes pas aussi compétent que certains, donc sous-entendu les héritiers qui ont fait toute leur vie dedans, c'est sûr, mais vous avez encore réfléchir par vous-même. Vous avez 4 cartes d'exaltation et 1 carte persécution. Et enfin, pèlerin, donc comme je te disais, l'inverse exact de l'héritier. Voici seulement quelques mois que vous avez rejoint les patrouilleurs, par accident peut-être, parce qu'on ne vous a pas laissé le choix. Vous avez tant à apprendre, mais vous savez malgré tout vous débrouiller en toutes circonstances. Vous avez 6 cartes d'exaltation et vous avez 2 cartes de persécution. Ok. Je me dirais ça pourrait être pèlerin. Et du coup, ça marche si je me dis que genre, j'ai rejoint justement les patrouilleurs pour... Enfin,
Enfin, là, pour relier avec tueur de monstres. En gros, dans Ouais. le sens pour servir, du coup, pour tuer des monstres. Et voilà. Pourquoi Du pas coup, j'ai rejoint il y a pas longtemps. Pourquoi pas. Si ça te va, tu peux mettre pèlerin. Ouais, allez, pèlerin. Chaud patate. Alors, ensuite, on passe sur l'étape d'après. Si tu vois sur ta carte, enfin sur ta fiche personnage, excuse-moi, tu as des valeurs à côté. Pèlerin, tu vois que c'est 3, 1, 6, 2. Tu as 3 oui. points de vocation, tu as 1 point de métier, tu as donc 6 cartes d'exaltation, tu as donc 2 cartes de persécution. Ok. Tes vocations, c'est soldat, voyageur, érudit. En gros, ce sont tes stats générales. Soldat correspond à tout ce qui va être les actions qu'on va qualifier de physiques. D'ailleurs, j'ai un texte explicatif qui sera peut-être plus simple. Où est-ce qu'il est caché ? Il est caché derrière. Hop. Tu veux bien me laisser lire ça ? Merci. Voilà. Soldat. La vocation de soldat est celle de ce qui vous mène partout où vous êtes certain de trouver péripéties et aventures. Vous utilisez le rang de soldat, donc le niveau de soldat, pour porter vos attaques au corps à corps, à distance, mais aussi pour réaliser des prouesses physiques ou intimider certaines personnes. Voyageur, cette vocation est celle de la débrouillardise, de l'astuce. Vous utilisez le rang de voyageur pour bricoler, pour marchander, pour baratiner, pour séduire, pour jouer au saltimbanque, pour vous orienter, pour survivre en pleine nature, pour vous renseigner sur les meilleures auberges à fréquenter. En fait, la plupart des actions courantes sont gérées avec cette vocation. Et enfin, érudit. Les érudits ont le goût de la connaissance des mystères et des secrets. Guère étonnant qu'ils fassent les meilleurs pratiquants de la magie. Vous utilisez le rang d'érudit pour vous rappeler d'une connaissance, d'un fait, analyser attentivement votre environnement, déchiffrer les écrits les plus étranges, convaincre les indécis par des arguments logiques. Tu dois mettre 3 points au maximum dans une vocation, pas plus, et donc tu as un certain nombre de points à répartir qui sont, on a dit, 3. Tu as 3 points en tout à répartir, tu les répartis comme tu veux. Tant que tu ne dépasses pas 3 dans une catégorie, ce que de toute manière tu ne peux pas. Attends, du coup, j'ai 3 points à répartir entre Oui. ces 3 trucs, c'est ça ? Oui. Ok. Et donc la précision que tu n'as pas le droit de dépasser 3, c'est parce que si tu prends notamment héritier, tu as 5 points à répartir. Ah, ok. C'est pour ça. J'ai bugué. Et du coup, effectivement, toi, vu que tu n'as que 3 points dans tous les cas, tu ne peux pas dépasser 3, même si tu mets tous tes points en érudit, quoi. Bah ouais. Je tiens à préciser d'ailleurs que tu peux tout à fait mettre 0 à une stat, il n'y a pas de problème. Oui. Je pense que ça devrait aller vers voyageur pas mal parce que survie en pleine nature, bricoler, marchander, tout ça. Mhm. Donc ça me parle. Ensuite, donc limite je mettrais 2 points en voyageur. Si tu le sens. Tu me dis si je fais nimp, hein. Ok. Ah non, mais il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vraiment, c'est Ou en comme tout cas, tu le si sens. Ouais. Si c'est pas assez équilibré et tout, mais bon. Ok. Et après, je sais pas si mettre du coup soldat, quand même pour le côté un peu baston, quoi. Mhm. Ou sinon érudit. Guère étonnant qu'il fasse les meilleurs pratiquants de la magie. Ah oui, j'aime bien la magie. Vas-y, je vais peut-être plutôt mettre érudit. Mhm. Ça marche, non Oui. Ah oui, non, mais encore une fois, il n'y a pas de bonne ou pas de mauvaise réponse. De toute manière, t'as que 3 points, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir. Tu vas gagner des points quand tu vas monter de niveau. Ah, bah voilà. Tu vas monter des points ferai de la muscu potentiellement. après. Par exemple, voilà. Tu vas monter des points potentiellement avec des cartes d'exaltation, avec des événements que vous allez faire. Le système d'XP est très simple. En gros, Ok. vous allez vous définir un objectif. Alors, normalement, vous êtes efficace. Je dis ça en regardant la caméra parce que je pense à Red Bull qui était là tout à l'heure. Je sais pas si Red Bull est toujours là. Red Bull et la table de Red Bull se sont donné un objectif, vérifier si la cité du gouffre s'appelait la cité des gaufres. La campagne a officiellement dépassé les 1 an. Et ils viennent de le vérifier. D'accord. Donc disons que le gain d'XP va se faire à la prochaine séance qui est dernier vendredi de ce mois-là. Mais voilà, normalement vous donnez un petit objectif, enfin un petit ou un grand objectif, c'est à vous de voir. Et quand vous remplissez l'objectif, vous montez de niveau. Ok. C'est ça aussi qui est bien sur ce système de jeu, c'est que vraiment, il est très modulable et on en fait ce qu'on veut, quoi. Et il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit. A contrario, quand vous allez faire des choses, vous pouvez également avoir des cartes bonus qui vont tomber. Vous pouvez avoir des éléments bonus qui vont tomber et qui vont vous accorder des bénédictions, des changements, des points, etc., etc. Typiquement, si on prend la table du coup avec Abraham Chirac et Azalaïs ont eu un événement un peu malheureux qui leur a fait monter de niveau. Ils sont morts. Oh. Mais ils sont devenus morts vivants.
Ah. Donc ils ont gagné un point dans le métier mort-vivant. Oui, parce que c'est un métier mort-vivant. Ouais. Voilà. Mais du coup, ils ont gagné factuellement des stats. Tu vois, par l'aventure, Oui. alors qu'ils n'ont pas complété leur objectif qui était de savoir est-ce que c'était la cité des gaufres. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, Abraham Chirac est redevenu à la vie, mais adolescent, là où Asa est toujours décédée. Ok. Mais mort-vivante, du coup. Oui. C'est particulier, c'est compliqué, vous voyez. Voilà. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, mort-vivant? C'est difficile à dire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation de mort-vivant. Je pense que tout dépend du contexte et des rencontres. Et bref, on va pas épiloguer. Nonobstant, tu as à côté de ta stat soldat, voyageur érudit, vigueur, réflexe et volonté. Ça, c'est ce qu'on appelle les jets de sauvegarde. En Ok. gros, si vous êtes en train de manger une bouffe qui est un petit peu périmée, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des asticots qui s'agitent et que tu vois qu'il y a des trucs verdâtres qui en coulent. Mais que vous êtes un peu bête et que vous décidez de manger ça quand même. Mhm. Ah, déjà, vous êtes un peu bête. Bon, ça, voilà, c'est triste, mais ça arrive. Ouais. Mais votre corps va devoir réagir. Est-ce qu'il va réussir à combattre l'attaque? Parce que croyez-moi que c'est une attaque de manger ça. Vraiment, faites pas ça, les gens dans le chat. Hein. Et donc, c'est là où on va lancer ce qu'on appelle un jet de sauvegarde. En gros, c'est un jet de résistance. Et donc, je vais choisir, là, probablement vigueur, plus un jet de dés que vous allez faire. Et vous allez mettre votre stat de vigueur, qui est la même stat que soldat, comme stat de réflexe, c'est la même stat que voyageur, comme volonté, la même stat que érudit. Tu peux éventuellement avoir des bonus temporaires dus à certaines choses. Admettons, avant de manger ton truc verdâtre avec des asticots, tu as pris une potion d'antipoison, Mhm. admettons. Ouais. Ça te donnerait un bonus, admettons, de plus 2 en vigueur. Mais la stat de base de vigueur, réflexe, volonté, c'est les mêmes stats que soldat, voyageur, érudit. Et donc, quand tu fais ton jet, tu testes est-ce que tu dépasses un certain seuil ou pas. Si tu dépasses le seuil, t'es safe. Si tu dépasses pas le seuil, manque de bol, tu prends des coups, quoi, et t'as une belle grosse indigestion de l'enfer et tu vomis partout. Ok. Voilà, je te le fais avec un exemple très ragoûtant, évidemment, c'est mon grand talent. Bienvenue. Est-ce que c'est assez Ok. clair? Je pense que oui. Parfait. Dés de vie, ça commence bien, tu es 1. C'est ton niveau. Facile. Voilà. Du coup, tu as 8 PV par défaut. Plus Ok. soldat. Tu as mis 1 en soldat, je crois. 0. 0 en soldat. Oui, parce que tu as Ouais, mis en j'ai érudit mis un en finalement. érudit, Oui, ouais. c'est ça, pardon. Donc tu as 8 Oh, t'inquiète. PV. Voilà. À chaque fois que tu vas monter de niveau, tu vas gagner 1 dé de vie. Et donc à ce moment-là, tu vas relancer autant de dés de vie que tu as. Si tu obtiens le même résultat qu'avant ou moins, tu passes à ta stat actuelle plus 1. Tu es forcé de gagner au moins un PV quand tu montes de niveau. A Ok. contrario, si tu pètes complètement les scores et que du coup tu te retrouves avec le double de tes PV, tant mieux, bravo, tu as le double de tes PV maintenant. Ok. C'est toujours sympatoche. Mana, c'est pareil, c'est 2 par dé de vie plus érudit, donc tu as 1 dé de vie, tu as 2, plus érudit, tu as 3. Ok. Relativement simple et cohérent pour le moment. Classe d'armure, on fera ça après. Carte, tu peux noter que tu as 2... non, pardon, si tu es pèlerin, tu as 6 cartes d'exaltation et tu as 2 cartes de persécution. Ah, ok, oui. Juste en dessous de classe d'armure, pardon. 6 c'est 2, ouais, c'est Ouais. ça. Oh non, t'inquiète. On va les tirer maintenant, tant qu'on y est, en vrai. Hop, exaltation, c'est ici. Et on est parti. Exaltation. Le premier G est le numéro 29. Ouais. Et le numéro complémentaire... Non, attends. Ah, j'ai le résultat qui me bloque. Voilà. 29. Humain. Donc tu ne pourras pas l'utiliser en tant que tel, parce que ça c'est un truc que j'ai pas précisé sur les cartes exaltation. Tu as des trucs spécifiques au-dessus, parfois, pas tout le temps, qui en gros sont un prérequis. Si tu as le prérequis, tu peux l'utiliser et faire l'effet. Si tu ne peux pas l'utiliser, ta carte d'exaltation devient en gros un point de destin. Tu vois un petit peu ce que c'est, mécanique de point de destin ou pas? Non. Ouais. C'est marqué en dessous, donc ça tombe bien. Si tu as une carte d'exaltation, donc tu peux pas utiliser l'effet ou que tu ne souhaites pas utiliser l'effet même si tu as le prérequis, ça te permet de relancer un jet que tu as raté, y compris si le dé d'exaltation était présent. Parce qu'en gros, tu lances 3 dés à chaque fois et tu as un dé qui s'appelle le dé d'exaltation qui a un dé bonus, qui te permet de remplacer un autre de tes jets de dés. Donc voilà, si tu dépenses ta carte d'exaltation comme une ressource, ça te permet de relancer un jet. Toujours pour une carte d'exaltation dépensée, tu peux prendre ce qu'on appelle un second souffle. Tu es tombé à 0 PV, tu te relèves avec autant de dés de vie fois tes stats de voyageur en termes de vie. Donc admettons, là tu as 2 en voyageur, tu as 1 dé de vie.
Si tu tombes à 0 et que tu dépenses une carte d'exaltation comme ça pour te relever, tu te relèves avec 2 PV. Ok. Si tu étais, admettons, niveau 2, et que tu avais toujours 2 en voyageur, tu te relèverais avec 4 PV. Etc, etc, etc. Si tu dépenses 2 cartes d'exaltation, tu peux effectuer une action supplémentaire dans ton tour. Donc tu rajoutes une petite surprise en plus lorsque tu es en train de jouer. Toujours pour 2 cartes, tu peux annuler une attaque. Dire non, celle-là je la prends pas, point, bisous. Okay. Et toujours pour 2 cartes, tu peux réussir automatiquement un jet de sauvegarde. C'est les fameux jets que je te disais tout à l'heure, si par exemple tu essayes de bouffer un truc vert, voilà. Bah là tu peux réussir automatiquement. Parce que si tu te rends compte qu'effectivement tu es en train de manger un truc totalement empoisonné et que tu n'as pas du tout envie de jouer avec le destin, tu dépenses 2 cartes d'exaltation, non, t'es caté, mon estomac résiste. Tout va bien. Je te dis quand même l'effet de la carte en soi. D'ailleurs, tu peux noter donc si tu as des notes quelque part, tu mets que tu as la carte d'exaltation numéro 29. Ok. Et donc pendant que tu écris, je te le dis, humain, des cadors comme ce type, vous n'en rencontrerez pas beaucoup. Vous jouez cette carte quand vous rencontrez un maître dans son domaine. Vous parvenez à le convaincre, si vous avez un peu de temps devant vous, de vous apprendre quelques trucs utiles. Vous gagnez 1 rang dans le métier le plus approprié à la rencontre. Ce qui est fort. C'est dommage que tu puisses pas l'utiliser du coup. Ouais. Mais je c'est peux pas fort. le donner à quelqu'un non plus, quoi. Faudrait vérifier, mais je crois pas. Ok. Faudrait vérifier, mais je crois pas. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Ensuite, deuxième, la 50. Ah oui, 50. Hop là, 51, raté. Maraudeur. Donc tu n'es pas maraudeur puisque tu es... les dés sont pipés. Les dés sont pipés, oui. Tu es chasseur de monstres de tête. Ne jamais baisser les bras. Vous jouez cette carte quand vous êtes au bout de vos ressources ou que vous cherchez un abri sûr pour les heures à venir. Vous trouvez le nécessaire dans l'heure qui suit. Donc voilà, tu peux noter carte 50. Encore une fois, malheureusement, ne pourra pas te servir en tant que tel. La 16. On vient ici. Érudit. C'est bien ça. Ah oui, c'est cool. Cool. Restez concentré. Vous connaissez quelques exercices de concentration bien utiles. Vous jouez cette carte quand vous avez perdu des points de mana et que vous avez un peu de temps pour méditer en cours de journée. Vous regagnez tout votre mana. Ok. Ça c'est bien. Je retire la numéro 2. À la patrouille, donc ça. tu peux forcément l'utiliser puisque tu apprends à la patrouille. C'est vraiment pas passé loin. Vous jouez cette carte quand vous venez de subir des dégâts. Le coup dévie et finalement ne fait que vous effleurer. Vous ne subissez aucun dommage et vous avez un bonus de +1 à la classe d'armure jusqu'à la fin du combat. Vous pouvez librement donner ou échanger cette carte ou la jouer au nom de l'un de vos compagnons patrouilleurs. Donc du coup on a la réponse. Quand c'est mentionné, ça sous-entend que du coup les autres si c'est pas mentionné, bah, c'est que non, t'as pas le droit, t'es puni. Voilà, désolé. So sad. Et on est d'accord, les notes de bas de page, enfin le truc là où pour 2 cartes. Oui, c'est toujours la même chose. Ah oui, c'est toujours pareil. Oui. Okay. On en est à 4, je crois. 1, 2, 3, 4, oui. Oui, allez, 5ème, la 45. Oups. Non, 44, raté. Chroniqueur. Tu n'es pas chroniqueur. L'important, c'est de savoir écouter. Vous jouez cette carte quand vous êtes en compagnie de voyageurs sur la route au sein d'une auberge. En l'espace d'1 heure, vous vous mettez au courant des histoires et rumeurs qu'ils colportent, même les plus discrètes. Oh, bon, du coup, malheureusement, tu peux pas l'utiliser, c'est dommage. Et la dernière carte complémentaire, la 18. Hop là, 18. Voyageur, donc tu pourras l'utiliser. Je viens d'un pays lointain. Vous jouez cette carte quand vous arrivez dans une communauté pour la première fois ou après quelques temps d'absence. Vous apportez des nouvelles, des histoires venues de loin. Vous racontez vos aventures et vos voyages. Vous vous attirez ainsi la sympathie de la communauté qui se montre bienveillante à votre égard. Ok. Parfait. Donc on a les 6, hein, on est d'accord. Ouais. Parfait. On passe sur les mauvaises nouvelles. Il faut bien, hein. Il faut bien. Persécution, t'en as 2. Et bien la numéro 1. Ah bah ça m'a mis 55. Oui, parce qu'en fait, tu vois en bas à droite, sur mon retour de stream, il y a une certaine valeur. Donc en fait, j'ai fait le tirage de dés de manière à ce que ça corresponde. Donc en fait, je sais que c'est la carte 1 dans le truc, parce que ça a fait 55, c'est la carte numéro 55. D'accord. Tout est bien pensé dans les formules, incroyable. Je ne peux pas courir, je me suis foulé la cheville. Pardon. Jouez cette carte quand vous devez accomplir des actions physiques. Continue pendant la prochaine scène. Vous avez un malus de -4 à toutes vos actions physiques et certaines choses vous seront complètement impossibles. Il faudra trouver autre chose. Ah waouh. So sad.
Grave. Donc c'est la numéro 55. Et la deuxième est la numéro 68. 68. Oui, j'ai gueulé un peu fort, mais il y avait ce gros clou qui dépassait du sol. Jouez cette carte quand c'était le moment d'être discret. Vous ou l'un de vos compagnons attire l'attention de ceux que vous vouliez éviter. Merde. Oui, mais... Exactement. Donc la 68. Ok. Et on est bon. Je rouvre la fiche personnage. On en arrive au métier. Parce que les couleurs de dés, on s'en fout. Initiative, pour l'instant, on sait pas. Vigilance, pour l'instant, on sait pas. Déni, tu peux mettre 0. Ceci dit. Enfin, a priori. Oui, parce que je vais pas forcément te permettre de faire la motivation. Classe d'armure, non plus. Si. Non, pour l'instant, tu peux pas. Pour l'instant, tu peux pas parce que ça va dépendre de si tu prends guerrier ou pas. Donc, quand tu descends, tu as métier. Et tu vois qu'il y a beaucoup de choses. Tu peux faire plein de trucs. Incroyable. Il y a des choses qui sont interdites. Je suis désolé. Ah non. Aberrant est interdit. Augure est interdit. Marquer est discutable. On peut s'arranger pour marquer. Marquer, en gros, c'est que tu as un héritage génétique particulier. En l'occurrence, la plupart du temps, je l'autorise pas de base. Mais si tu as un roleplay particulier et que ça correspond, je pourrais te l'autoriser. Est-ce que tu as des idées un peu particulières sur l'histoire de ton personnage, qui que quoi dans la vie, tout ça? Non. Non. Alors a priori, Enfin, pas encore quoi. Je t'autoriserai pas marquer. D'accord. Je suis désolé. C'est pas grave. Aberrant, je t'autorise pas parce que en fait aberrant, c'est que tu as dans ton bagage génétique des éléments appartenant au père des monstres. Ah. Tu es une horreur du chaos. Ouais. On va pas faire ça. On va pas faire ça parce que concrètement, t'as un énorme malus relationnel puisque en fait, si les gens voient que t'es un mutant, ils essayent de te buter à vue. Ah oui, d'accord, donc ça complique toute l'histoire quoi. C'est un peu gênant, voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est comme si tu vas dans un mouvement LGBT et que t'as une grosse pancarte Zemmour, quoi. Ah ouais. Et tu dis que t'es pro Zemmour. Ça va pas bien se passer. Non. Bizarrement quoi. Non. Et ça sera mérité. Hein. Bah oui. Aberrant, tu es une créature du chaos. Tu prends aberrant quand t'as envie de faire des coups un peu sales à tes camarades. Tu n'as pas envie de faire ça. Non. Une perruque rose, ça suffit. J'ai la ref et j'en suis triste. Augure, je l'interdis parce que ça me fait chier. D'accord. Augure, le principe en gros, c'est que la personne qui a augure peut me dire au fait, dis-moi le scénario. Ah ouais. Et j'aime pas ça. Voilà. Je trouve pas ça fun, je trouve pas ça drôle du tout. Donc je ne l'autorise pas. Ok. Sinon, tout le reste, grosso modo, c'est plein de métiers. Si tu as une question sur un métier, si ce n'est pas évident, si ce n'est pas clair, tu me demandes et je te dirai à quoi ça correspond. Et du coup, j'en choisis un, c'est ça? Et tu en as, je ne sais plus combien, métiers, tu en as un. Ah oui, c'est le deuxième t'es pèlerin. slash, c'est ça, oui. Oui, et ensuite, c'est en prenant des niveaux, je peux... Tout à fait. Des niveaux, des événements particuliers, des cartes. Tout à l'heure, par exemple, une des cartes que tu as chopées, mais que tu peux malheureusement pas utiliser, parce qu'il faut être humain pour l'utiliser, c'était que tu gagnais un niveau de métier. Tu pouvais gagner comme ça, par exemple, tiens, tu trouvais sur un guérisseur incroyable dans un hôpital, tu pouvais gagner un rang guérisseur. Ok. Ah ouais, ok, c'était puissant, c'est vrai. Sauf que, du coup, t'es pas humaine. Et non. Voilà, c'est un peu ça, Vulgadroit, ouais. Et reglitch. Heureux. Moi, j'aime toujours trop faire des trucs un peu de magie. Ok. Donc là, je vois magicien. Oui. Ça me donne envie. Tout à fait. Boum. Mais mets ton rang de magicien. Alors, je vais avoir besoin de... Est-ce que éventuellement il est écrit dans... Si c'est bien fait, c'est écrit là-dedans. Ce serait incroyable. Est-ce que c'est fait là ou pas? Non, là, on est les suivants. Oh, les sortilèges. Oh, incroyable. C'est fait. Ils y ont pensé. J'aime beaucoup ça. Donc, dans le manuel du patrouilleur, que normalement tu vois, hein, il me semble. Ouais. Voilà, parfait. Page 10, tu as les sortilèges. Comment que ça marche? Bah oui, monsieur chat, il est bien sage, il est tout rond, il est tout mignon, il est en train de taper sa meilleure sieste. Oui. Et je vérifie si la caméra n'a pas planté. Oui, vous voyez mes doigts, donc c'est bon.
Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai eu un petit problème. La semaine dernière, je me suis rendu compte que j'avais un port USB, enfin un bus USB, parce que j'ai pas assez de câbles. Donc d'ailleurs, là, il y a des câbles en dessous qui sont tendus, mais alors c'est un enfer, qui avaient des défauts. Et donc, il faisait sauter les images, etc. et les périphériques qui étaient branchés dessus. Donc là, j'ai une caméra qui a un câble qui passe littéralement juste en dessous de moi, de manière absolument dégueulasse. C'est totalement tendu. Il faut que j'achète des rajouts, mais j'ai pas d'argent. Voilà. Je suis la pauvreté. C'est triste. Oui. Donc, les sortilèges. Dès lors que vous possédez un rang dans le métier de magicien, vous savez lancer des sortilèges. Ils sont répartis en 9 écoles. Bataille, charme, divination, illusion, métamorphose, nécromancie, sigil, théurgie, voyage. La magie étant ce qu'elle est, vous avez la capacité de lancer tous les sorts connus. Mais vous êtes limité par votre mémoire. Pour chaque rang de magicien, vous choisissez 2 sorts. Vous pouvez les sectionner comme vous le souhaitez, mais avec une limite. Pour mémoriser un sort d'un cercle supérieur, vous devez auparavant avoir mémorisé tous les sorts du cercle inférieur. Ainsi, pour apprendre un sort du 3e cercle, il faut que vous ayez étudié tous les sorts du 1er et du 2e cercle. Vous pouvez librement sélectionner vos sorts à chaque début de séance, au moment où le groupe choisit un objectif. Vous ne pouvez utiliser que les sorts que vous avez mémorisés. Vous effectuez un jet d'érudit contre une difficulté égale à 9 plus le cercle de sorts. Si vous échouez, la magie n'opère simplement pas et vous perdez votre action. En cas de succès, vous devez dépenser un nombre de points de mana égal au cercle du sort. Il est possible pour vos victimes de limiter les effets de certains sorts grâce à un jet de sauvegarde approprié, comme indiqué dans les sorts. Dans le cas des sorts de bataille, les dégâts sont définis par le dé de maîtrise et vous pouvez y ajouter votre rang de magicien. Si vous portez une armure lourde, broigne, cotelle, lorique, vous devez payer un supplément de 1 point de mana pour chaque sort que vous lancez. La magie et le métal ne font pas bon ménage. Généralement, la magie est visible, bruyante. Vous pouvez dépenser 1 point de mana supplémentaire pour utiliser vos sorts discrètement. Les témoins doivent alors réussir un jet d'érudit contre une difficulté égale à 9 plus votre rang de magicien pour comprendre l'origine de l'effet, et ce, uniquement au lancement du sort. Ok. Ça te va à peu près? T'as compris comment ça marchait? Oui, je pense, je relirai. Enfin, je pense que je me rappelle. Enfin, faudra que je me rappelle quand je le ferai, quoi. Bon, t'as compris, ma phrase est pas claire. Oui. Mais... Des bisous, The Furious. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous et du coup passe une aussi bonne fin de journée que possible. Bataille. Donc, le domaine de la bataille, c'est l'art de maîtriser les énergies élémentaires. Vous pouvez ajouter votre rang de magicien aux dégâts que vous infligez avec les sorts de bataille. Bon, c'est simple, c'est bonjour Sprouch. Voilà, concrètement. Donc, le cercle 1. Main de force, vous infligez des dégâts à un adversaire au corps à corps et vous le repoussez d'un nombre de mètres égal à votre rang de magicien. Cercle 2, trait d'acide. Donc pour avoir le cercle 2, il faut avoir pris le cercle 1. On répète. Vous infligez des dégâts à un adversaire à distance et son armure perd 1 point de protection s'il rate un jet de vigueur. Cercle 3, ça veut donc dire qu'il faut avoir le trait d'acide et la main de force. Boule de feu. Une boule de feu explose, infligeant des dégâts à toutes les créatures dans une zone de 1 mètre de rayon par rang de magicien. Vous pouvez choisir de réduire la taille de cette zone en convertissant 1 mètre de rayon d'effet à un bonus de plus 1 des 4 aux dégâts. Tous ceux dans la zone d'effet peuvent tenter un jet de réflexe pour diviser les dégâts par 2. Etc., etc., etc. Au fur et à mesure, ça se renforce. Charme. Le domaine des charmes, c'est l'art de manipuler les esprits. Donc le cercle 1, c'est la distraction. Ton adversaire rate un jet de volonté, il perd sa prochaine action. En cas de réussite, il subit un malus de -2 quand même. Par ailleurs, si votre rang de magicien est supérieur à ses dés de vie, il est alors en danger. Le danger, c'est un état qui fait que concrètement, il a plus de difficultés à faire ses actions, tout simplement. Ok. Le cercle 2, c'est le sommeil, t'endors des gens, etc., etc., etc. Le niveau divination. Divination, c'est l'art de percevoir en dehors de ses capacités naturelles. Donc le sort de niveau 1, c'est la lecture de la magie. Durant 10 minutes par rang de magicien, vous percevez les auras magiques et vous pouvez en déterminer la nature. Est-ce que c'est un enchantement, un sortilège, une malédiction, etc., etc. Cercle de niveau 2, l'œil du mage. Vous créez un œil magique qui se déplace à quelques centimètres du sol et qui peut s'éloigner de vous jusqu'à une distance de 10 mètres par rang de magicien. En vous concentrant, vous voyez parfaitement par le biais de l'œil, mais avec le même angle de vue. En dépensant 2 points de mana supplémentaires, vous pouvez avoir le son. L'œil peut s'élever de 1 mètre dans les airs par point de mana supplémentaire. Etc., etc., etc. Illusion, l'art de manipuler les sens. Le cercle de niveau 1, c'est l'illusion mineure. Vous pouvez créer des petites illusions visuelles ou auditives jusqu'à une distance de vue de 10 mètres par rang de magicien. Si les spectateurs ont une raison de se douter de la supercherie, ils peuvent utiliser un jet de volonté pour ignorer l'illusion. Les illusions durent tout au plus 1 minute par rang de rang de magicien et vous pouvez en activer une par rang au maximum.
Le cercle 2 est le déguisement. Vous pouvez partiellement vous transformer vous-même ou un individu en un autre, à raison d'un trait spécifique, taille, cheveux, visage, carnation, corpulence, etc., par rang de magicien. Si les spectateurs ont une raison de se douter de la supercherie, ils peuvent effectuer un jet de volonté pour ignorer l'illusion, etc., etc., etc. Métamorphose, c'est l'art de transformer la matière. Création élémentaire, vous pouvez créer une petite quantité de matière élémentaire, feu, terre, eau, air, environ 1 litre par an de magicien. Pourquoi pas, ça peut sûrement avoir une utilité. Le cercle 2, c'est peau de pierre. Vous pouvez vous protéger vous-même ou vos compagnons d'un nombre total d'attaques égal à votre rang de magicien. Vous devez décider de la répartition des peaux de pierre entre chaque cible. Chaque attaque qui touche annule une peau de pierre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Les peaux de pierre non utilisées disparaissent à l'aube suivante. Vous ne pouvez relancer ce sort tant qu'il reste des peaux de pierre actives. Etc. Nécromancie, l'art de manipuler les forces de la mort. Étonnamment. Oh, wow. Incroyable. Donc le cercle de niveau 1, c'est la préservation. Vous stabilisez un compagnon à l'agonie ou mort depuis moins d'un tour. Après le combat, il sera considéré comme blessé. Si vous utilisez ce sort sur un défunt récent, vous empêchez que son corps devienne celui d'un mort-vivant. Ah. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément que je n'ai pas donné. Vous pouvez mourir. Quoi ? Oui, je sais, c'est triste. Si vous mourrez, ça a des conséquences sur les autres. Ce qu'on appelle les points de déni, où je t'ai dit pour l'instant t'en as 0. Oui. Les points de déni, ça s'accumule. Au fur et à mesure que tu as des points de déni qui s'accumulent par différents moyens, tu vas devoir en fait à certains moments lancer un jet. Tant que tu fais moins que ton niveau, tant que tu fais plus que ton niveau de déni, ça passe. Sauf que comme tu montes ton niveau de déni, à un moment ça passera plus. Quand tu ne passes pas, ton personnage craque mentalement. Dans le cas où ton personnage est un mort-vivant, parce que oui, ton personnage pouvait être un mort-vivant, c'est une des marques. Tu sais, les fameuses marques que je te dis, selon le roleplay, on peut s'arranger. Voilà. La marque du mort-vivant, c'est que c'était un mort-vivant. Et en fait, la mécanique, c'est qu'à chaque fois que tu meurs pas, tu prends un point de déni. Et évidemment, si tu as des gens qui meurent contre toi et que tu refuses de prendre le deuil, tu prends un point de déni. Et donc, du coup, le moment où ils passent plus, eux, c'est pas que leur personnage craque mentalement et du coup n'est plus utilisable parce qu'en pleine dépression, etc. C'est qu'en fait, ils peuvent plus faire le déni qu'ils sont morts et du coup, ils sont morts. Pour de vrai. Voilà. Donc, en soi, le déni, t'es pas obligé de le prendre. Je précise juste que, en gros, tu as un malus si tu prends le deuil. Tu vas avoir un malus sur tes jets, etc. parce que tu as perdu un compagnon et que ça fait mal. Parce qu'il faut bien considérer que vos compagnons, c'est vos frères et sœurs. C'est vraiment votre famille. C'est pas genre Viteuf, Jojo le Clodo avec qui je travaille un petit peu de temps en temps. Non, c'est Jojo le Clodo, mon frère et sœur, tu vois, important. Ouais. Donc si tu le perds, ça fait mal. Et donc soit tu prends le malus, et tant que t'es pas passé au-delà du deuil par le scénario, etc., t'auras des malus à tes jets, etc. Soit tu dis non, je dis que ça va, et là tu prends le point de déni, parce que tu refuses de prendre le malus. Mais du coup tu ne processes pas le deuil. Donc du coup ça pèse, au fur et à mesure ça pèse. Voilà. Donc du coup dans le cas où tu as nécromancie, tu peux empêcher éventuellement un de tes potes de mourir. Et ça c'est important parce que c'est à dire que vous ne prenez pas de point de déni et vous ne prenez pas du coup le malus. Ok. Ce qui est cool. Ouais, grave. Bon, après, attends, et donc là je pouvais prendre 2 sorts, oui c'est ça. Oui. 2 sorts de 2 familles différentes, pas familles mais de 2 types différents. Soit tu prends 2 sorts de niveau 1 puisque tu n'as que 2 sorts là, soit tu prends 2 sorts niveau 1 et 2 dans un même domaine. Effectivement. Ok. Donc nécromancie, le sort de niveau 2, c'est soin mineur. Vous permettez à un allié en vue de regagner 1 des 8 points de vie, plus 1 par rang de magicien. Vous pouvez aussi, et à la place, choisir de soigner une paralysie, comme celle des ghouls ou des touls. Qu'est-ce qu'une toule ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une toule. Je vais regarder. Toule. Est-ce que c'est une goule qui est un marteau ? J'ai pensé à poule au début. Goule, ça aurait pu, ouais. Non, j'avoue que je sais pas ce que c'est. Toul, Donjons et Dragons, Mort, Lore, je sais pas quoi. Magical, c'est un croisement entre Hog, Gobelin, Troll et Ghoul. Ah oui, d'accord. Ça me sort un genre de petit... Ça va être une petite merde, ça, un peu vénère. Ouais, un genre de mini-orc ou un truc comme ça, on dirait. Ouais. Enfin, ça doit pas être exceptionnellement incroyable. Combinaison magique entre une Ghoul, un Hog, Gobelin et un Troll, c'est ça. D'accord. À moins de s'en approcher d'assez près, ça ressemble à un Hog Gobelin.
Et puis, Voilà, du voilà. coup, c'est pas bien. D'accord. Non. Alors, ils me disent un truc là à droite qui est mis en gros. Si vous voulez un jeu un peu moins dur, vous pouvez autoriser les rappels à la vie. Et dans ce cas, vous remplacez les sorts de cercle 1 et 5 de nécromancie par ceci. Cercle 1, préservation. Vous pouvez préserver le corps d'un camarade décédé afin de permettre un rappel à la vie durant 1 jour par rang de magicien. Si la personne est à l'agonie, vous pouvez la stabiliser et l'empêcher de mourir. Elle est simplement considérée comme blessée à la fin du combat. Et cercle 5, résurrection. Vous pouvez ressusciter un compagnon disparu. Le défunt doit être frais, moins d'1 heure, ou avoir été conservé grâce au sort de préservation. Lorsqu'il revient à la vie, il perd un dé de vie et ses avantages concomitants, mana, rang de vocation, métier. Et en vrai, c'est possible qu'on fasse ça. C'est quoi sinon de base? C'est cercle 5 régénération. Vous annulez les effets d'une blessure, le personnage soigné perd toutes ses cartes d'exaltation restantes pour la séance et il reste contraint et affaibli durant un des 8 jours. Non, je pense qu'on jouera avec la règle alternative. Ok. Je pense que j'ai pas spécialement envie de vous faire cracher du sang, donc ça me semble bien. Préservation, résurrection. Ok. Nouveau domaine, le sigil, l'art de protéger et de secourir. Le cercle de niveau 1 est la purification. Vous pouvez rendre consommable un liquide ou des ingrédients corrompus empoisonnés. Tu sais la fameuse pâtée verte. Ah oui. Voilà. Tu pourrais la manger Pas de finalement. chiasse. Mais oui. Voilà. Le cercle de l'armure magique. Jusqu'à la fin du combat, vous avez un bonus de classe d'armure égal à la moitié de vos rangs de magicien. Ok. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais d'accord. Enfin, niveau 1, c'est pas exceptionnel du coup. Mais pourquoi pas. Nouveau, la théurgie, l'art de communiquer avec les esprits mineurs et la nature. Télékinésie, pour le niveau 1, vous pouvez manipuler les objets à portée de lancer jusqu'à 1 kg par rang de magicien. Et cercle de niveau 2, psychométrie, vous pouvez contacter l'esprit mineur d'un objet que vous touchez, son gluon, et le convaincre de vous donner quelques informations sur son précédent propriétaire ou sur son utilisation. Vous pouvez poser une question par rang de magicien. Et enfin, le dernier domaine, l'art du voyage. Donc l'art de se simplifier la vie sur les routes. Ouais, ça s'appelle camper ça, mais d'accord. Cercle 1. Bah, le premier. Ouais, non, mais voilà. Cercle 1. Vous savez camp. monter une tente. Vous dressez un camp pour une personne par rang de magicien. Le camp est naturellement à l'abri des intempéries, du froid, correctement protégé par les alarmes qui s'étendent à 5 mètres par rang de son centre. Avec un tel camp, nul risque de perdre de son moral. Cercle niveau 2, repas. Vous créez un point de ressources. La nourriture reste à préparer, mais elle est variée et de qualité. D'accord. Ok. Je fais la popote, quoi. Ouais. Enfin, là, c'est plutôt tu crées la popote, hein, à partir de Ouais, rien. oui. Hein, c'est genre, tiens, au fait, saucisse VG, etc., qui pop C'est comme ça ça. de nulle part, et tu fais, allez, vas-y, chaud. Et pareil pour le camp, en fait, c'est pas vraiment que tu montes une tente, c'est que Oui. peu importe où t'es, TKT, t'es bien. TKT, t'es bien, quoi. Bah ouais. Ce qui est pratique. On va pas se mentir. Moi, j'aimais bien. Mais attends, c'était Métamorphose. Ouais. Parce que j'aime bien quand on peut faire des petites invocations. Donc voilà. Alors, c'est pas un élément. Ah si, non, c'est Parce pas, que c'est pas un élémentaire, hein, c'est de la matière que tu vas créer. Ah oui. Ah oui. Je suis désolé. Bon, cela dit, Ça peut servir, on sait jamais. Bah ouais. On a soif, bam de l'eau. Exactement. On a chaud, bam de l'air. On veut cramer des gens, bam du feu. Ouais. Tu veux montrer ton mépris face à Macron, bam, un petit jet de terre Voilà. dans les yeux. Voilà. Je lis les autres cercles pour voir Oui, oui, vers bien où sûr. ça mène après. Tu me dis si tu veux que je te redise un truc, bon après t'as la ressource de ton côté, donc normalement. Oui, t'es- je regarde vite fait. Et le dernier truc, c'est métamorphose. Vous pouvez changer l'apparence d'une créature vivante, transformer un ennemi en lapin ou un allié en cheval, par exemple. La métamorphose dure 1 minute par rang de magicien. Ok. Bon, vas-y, ça c'est un truc qui a l'air rigolo. Métamorphose. Tu sais que tu n'es pas bloqué, hein, je te le redis parce qu'ils l'ont dit tout à l'heure, mais tu peux tout à fait à chaque début de séance me dire bon bah là mes sorts, je les switch Ah sur oui, c'est tel vrai truc. Hein. ça. T'es pas Oui, bloqué, c'est vrai, hein. c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, bah alors. Ah oui, attends, donc en fait, là je regarde vite fait, mais en fait, c'est pas maintenant que je choisis. Bah tu Je peux si choisirais- tu sais que t'as des sorts qui t'intéressent vraiment et que tu veux tout le temps les avoir, typiquement. Ok. Sachant que t'es parti quand même à la base sur le roleplay chasseur, etc. Je me dis que en soi, commencer peut-être vu que t'as qu'un seul point en magicien sur les sorts de combat, c'est peut-être Oui, plus c'est vrai. cohérent. Mais après, encore une fois, t'es libre, tu fais ce que tu veux, quoi. Non, très bien, allez, je te suis. Donc déjà, donc bataille, le premier truc. Main de force. Ouais. Vous infligez des dégâts à un adversaire au corps à corps et vous le repoussez d'un nombre de mètres égal à votre rang de magicien, donc 1 mètre.
C'est déjà bien. Ouais. Et bah vas-y, je prends le cercle 2. Puis de toute façon, Ok. si au début, enfin entre-temps, si j'ai réfléchi, puis si au début Oui. de la séance prochaine, je change, Tout à fait. c'est ça, hein. Tout Ouais. à fait, tout à fait. Ensuite, nous passons à quoi Ça on a fait. Parfait. Le harnois, ce sont tes équipements. Incroyable, tu as des équipements. Et oui, tu n'es pas à poil. Oui. C'est mieux, généralement, bien. pour partir à l'aventure, Oui. de pas être à poil. Alors, ceci dit, je dis ça, vendredi dernier, j'ai fait un boss de Elden Ring en slip. Mais c'est pas pareil. Ah. C'est pas pareil. Il y a une logique. Tu commences en ayant une lance. Donc tu peux cocher, tu as une lance. Voilà. Cool. Tu vas voir que tu es une armurerie sur pattes. Je te préviens tout de suite. Trop bien. Tu as soit une épée longue. Le principe c'est que si t'as une épée, tu peux avoir un bouclier. Mais si t'as une épée longue, tu fais plus de dégâts. Mais t'as pas de bouclier. Je commande niveau PV moi déjà 8. Ah oui, je suis pas soldat. Peut-être un petit bouclier quand même. Enfin en Ah, gros, c'est je suis toi pas qui une vois. grosse brute, tu vois. Allez, épée. Donc si t'as épée, tu peux mettre que t'as bouclier. Ah oui. Évidemment, le bonus d'armure du bouclier ne compte que si tu l'as à la main. Hein. Si, admettons, t'étais en train de taper ta meilleure sieste dans une tente montée par magie et que tu te fais attaquer, et que du coup, bah, t'es pas spécialement en armure, t'es pas spécialement avec ton bouclier à la main, je vais pas les compter, qu'on soit d'accord. Ça se fait pas. Voilà, je suis désolé, ce n'est pas un bouclier minute qui apparaît comme ça magiquement. Peut-être qu'un jour tu pourras. J'ai pas fait gaffe à tous les sorts, donc peut-être que ça existe, mais là non. Tu as une dague. Cool. Ah, j'ai plein de trucs. Ah ouais, non, mais je t'ai dit, t'es une armurerie. Techniquement, t'es un porc épic vivant. Hein. Trop bien. Et voilà. Tu as soit une hache, une masse ou un marteau, et c'est soit à une main, soit à deux mains. Ah. Allez, à demain. Ok. Et du coup, je dois. Choisir peu importe, hache, hein. masse, marteau, Ah oui. c'est juste roleplay parlant, qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Une hache. Eh ben, va pour une hache à deux mains. Donc, la hache va avoir comme effet qu'elle a -1 à l'attaque contre les combattants armés, mais +2 de dégâts contre les créatures et animaux. Sachant que tu m'as dit que c'était à deux mains, donc tu peux rajouter que tu fais +1 de dégâts contre les grandes créatures et les cavaliers. Mais par contre, du coup, tu pourras pas prendre le bouclier. Si tu te combats avec la hache à deux mains. À demain, oui, parce que c'est le à demain, ouais. Voilà, Ok. exactement. Tu n'as pas de troisième main qui permet de tenir un bouclier en même temps. Trop triste. Désolé. Mais comme ça, voilà, si je veux faire plus de dégâts, je prends mon hache à deux mains, c'est un peu ça? Ya. Ou pas? Ouais, voilà. Et puis selon Parfait. les ennemis aussi que tu as en face, parce que si tu es sur Oui. des humains, en fait, enfin sur des humanoïdes, c'est pas pertinent de prendre la hache puisqu'elle a un malus contre les combattants armés. Ouais. Donc vaut mieux là par contre être avec ton épée. C'est plus logique. D'ailleurs, non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai mal lu. C'est pas contre les grandes créatures et les cavaliers, ça c'est la lance. Tu as +2 de dégâts, donc en fait tu feras +4 avec ta hache à deux mains. Ok. Donc, ça va être bourrin. Trop bien. Ça va être bourrin, sa race. Boum boum. Ouais, un petit peu l'idée. Tu as le choix entre un arc court, un arc long et des javelines. C'est quoi la différence arc court, arc long? Ah oui, La portée utile et du coup, est-ce que tu as un bonus de dégâts ou pas? Ah, je prends un arc court. Ok. Donc tu peux noter l'arc court et enfin tu as une fronde. Fronde, je sais pas ce que c'est qu'une fronde. C'est une petite lanière de cuir, tu mets un caillou dedans, tu fais gigoter ta lanière de cuir et tu lâches ouais, je vois. un des deux côtés et puis là le caillou il part et ça fait mal. Cool. Et si tu vises mal, malheureusement ça peut toucher pas du tout l'ennemi. Ah, ok. Donc il faut bien viser. Oui. Souvent on voit dans les dessins animés, dans les films ou quoi, le moment où la fronde part au mauvais côté et que ça casse genre Oui. la vitre du voisin ou je ne sais quelle connerie alors que tu voulais faire tomber un fruit de l'arbre ou je ne sais quoi. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Côté armure, donc tu as mu déjà que tu avais le bouclier. Tu as le choix entre des vêtements lourds, des cuirasses ou broignes, sachant que tu as un malus si tu as des armures trop lourdes par rapport à la magie. Ah bah du coup, plutôt... Attends, si j'ai des vêtements lourds, j'ai des malus à la magie, c'est ça? Brogne, tu as un malus, cuirasse, je sais pas sûr. J'ai un doute. Ah, ok. Les vêtements lourds, tu dois pas avoir de malus.
C'est marqué quelque part juste là devant moi normalement. Brogne, Cotel ou Loric, tu as un malus. Donc vêtements lourds et cuirasse, tu peux. Bah du coup cuirasse non? Enfin c'est plus 2 donc tant mieux. Est-ce que je vais Allez. être limité sur des trucs? Bah Non. pas que je sache, on s'est posé la question plusieurs fois, on s'est dit mais ça n'a pas de sens, en fait c'était pas limité. Oui c'est vraiment... Ok. Le principe c'est que vêtements lourds c'est vraiment très, très light. Cuirasse on voit quand même que c'est une armure de cuir, etc. quoi. En gros Ouais. c'est la différence. Tu peux passer un peu plus partout avec ton vêtement lourd qu'avec la cuirasse, mais après... Oui. donc si tu mets cuirasse, bah tu as plus 2. Ok. Et donc du coup maintenant nous pouvons faire la stat au-dessus de classe d'armure. Puisque tu as 10, Ah oui. plus l'armure, 2, plus bouclier, 1, plus bonus de guerrier, 0, tu as donc 13. Oh. Incroyable. Pareil pour vigilance, nous pouvons faire ta vigilance, puisque tu as 10, plus voyageur, tu as 2, plus bonus d'assassin, tu as 0, donc 12. Si je dis pas de bêtises. Attends, 10 plus 2 plus bonus d'assassin 0. Oui donc 12 c'est ça. Voilà. Et initiative, soldat plus patrouilleur, bah du coup 0. Tu n'as pas beaucoup d'initiative. Non. Non. C'est... Ah bon, il y a un Dommage. combat? Ah bon? Oh. Mais je ne savais pas Ah, que on le fait combat quoi avait du commencé. coup alors Ensuite, on arrive sur la toute fin. Bientôt, tu es libre. Tout en bas, à droite de Arnois, tu as les langues. Oui. Par défaut, tu parles le citadin. C'est la langue commune. Tout le monde Ok. parle le citadin. Tu parles ta langue natale. En l'occurrence, tu parles l'elfique, puisque tu es un elfe. Et enfin, tu parles une langue par rang de voyageur. Mais, à côté de ça, tu parles également une langue écrite, et y compris la langue citadin et natale, par rang d'érudit. Donc tu parles là actuellement 4 langues, si je dis pas de bêtises, puisque tu parles citadin elfique, forcément, plus 2 langues de voyageurs, donc 4, on est d'accord? Ouais. Voilà. Et parmi ces 4 là, il y en a une que Ah tu non, sais non, écrire. un érudit, j'ai que un en érudit. Non, érudit c'est qu'est-ce que tu cries. Ah mince, pardon. Donc tu sais parler Ah oui, 4 par langues, rang oui. mais tu sais en écrire qu'une. Oui, pardon, oui. Voilà, c'est ça le truc. Ok. Je dois choisir moi? Ah oui, Bah en bas oui. c'est écrit, il y a des langues. J'étais Tout à là, fait. je sais pas, espagnol Non. Ok. Donc tu peux déjà écrire que tu as citadin et elfique, parce que ça c'est forcé. C'est encore une fois le citadin, tout le monde en parle. Et bah, ta langue natale, c'est la langue elfique. Bonjour Axel au passage, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, aussi bien que possible dans cette belle journée. Et après bah, tu choisis entre impérial, cavalier, norrois, draconique, venteux, boiselier, pierreux, noirceux, mais pas draconique en fait. Oui, j'allais dire draconique mais non. L'espéranto, oh non. Espéranto. Attends, c'est quoi? Attends, j'arrive. Faut que je zoome. Je n'y vois rien. Là, c'est là où j'ai pas trop les trucs, je sais pas trop. Alors impérial c'est la langue en gros de l'administration. Ouais. Tu peux imaginer que c'est du latin, grosso merdo. C'est évidemment donc également la langue de l'Empire. Ouais. Mais encore une fois, dans les profondeurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, oui et non. En fait, comme vous êtes l'ordre, vous êtes la patrouille. En vrai, probablement que tous vos documents sont censés être écrits en impérial. Même si ça fait 4 millénaires que vous n'êtes plus avec l'Empire et perdu au fin fond du trou du cul du monde dans les abysses. Mais on peut imaginer que vous avez beaucoup d'éléments textuels qui sont en impérial. C'est possible. Cavalier, bah, c'est la langue des cavaliers, donc Ouais. les humains à dos de cheval. Les Norrois, c'est la langue des Nordiques, donc les Ouais. humains plutôt type scandinave. Draconique n'existe pas, tu n'as pas vu ça, voilà. L'illusion. L'elfique, bon bah voilà, elfique Oh, tu c'est sais bon. déjà, donc c'est bon. Venteux, en gros, c'est tout ce qui va être les créatures nomades en général. Ça va plutôt être, je sais pas moi, admettons des orques, des gobelins, Ok. ce genre de truc. Boiselier, tu vas être sur tout ce qui va être les créatures des bois, donc tout ce qui va être les dryades, tout ça. Si tu vas sur pierreux, tu vas être sur tout ce qui est les créatures troglodytes, les nains, typiquement. Et le Ok. noirceux, c'est les créatures du chaos. Oh. C'est les trucs mauvais. C'est les trucs qui vraiment sont dangereux. Mais du coup, ces créatures du chaos, c'est pas forcément celles qu'on voit le plus dans la cité où on est, quoi. Non. Ouais. Bah disons que si vous Elle- en voyez, elles sont pendues, quoi. Ouais.
Mais par contre, ceux qui parlent venteux, enfin tout ce qui est un peu... Ça pour le coup, il peut y avoir ou non plus? Oui. Ok. Globalement, tu peux imaginer qu'il y a tout sauf draconique et noirceux. En vrai. Ok. Enfin, impérial, encore une fois, mis à part dans votre Oui, non guilde, plus. non. Mais Ok. tu peux en trouver quand même. Mais dans l'ordre de la patrouille, pas en dehors. Et du coup, venteux, tout ça, tu disais c'était un peu... Bah, tu t'as dit un peu orc et tout ça, Ouais. non aussi En gros, c'est Ils sont un peu méchants, on est d'accord. C'est des monstres aussi, non? Non, Pas forcément. c'est Ah, ça, c'est plutôt mon des... imaginaire. Non, c'est plutôt des populations nomades. Il faut imaginer Ah, oui, plutôt oui. les populations qui vont être assez indépendantes, assez libres, assez peu, on va dire, sur les civilisations type grosses villes, grosses infrastructures statiques, etc. On est plutôt sur des populations et des civilisations qui sont dans le fait de consommer par rapport à ce qui est autour d'eux, de bouger, de ne pas avoir trop d'impact. Qui peuvent être éventuellement aussi des peuples guerriers. On peut éventuellement, encore une fois, c'est vous qui allez le définir sur votre table, on peut estimer que par exemple les orques dans les abysses sont des peuples plutôt guerriers, vénères, qui vont piller si vous le voulez. Ok. Mais c'est là comme ça en tout cas, moi je vais pas vous dire que ça l'est, parce que c'est pas le cas. Enfin, Oui. si vous décidez par que c'est le défaut, cas ça pour l'est pas. votre table, oui d'accord, ça sera le cas. Mais ils sont pas spécialement méchants. C'est juste des peuples libres qui font leur vie Ok. de nomades. Bah moi je dirais comme tueuse de monstres, tout ça, je pense que je me suis renseignée et maintenant je parle le noirceux pour comprendre mon ennemi. C'est ça, ça marche un peu là? Oh bah oui, pourquoi pas. Bonjour Basilic, comme ça je sais que tu meurs et tu C'est comprends. ça. Tu ne mourras pas. Et après, attends, j'ai confondu entre Boiselier et Pierreux, celui un peu plus nature et tout, parce Boiselier. que quand même... Boiselier, Ok, c'est bah, tout ce qui est Boiselier, dryades, créatures des forêts, pixies, etc. Pierreux, c'est tout ce qui est peuple troglodyte, donc tout ce qui vit dans les falaises, dans le sol, etc. Bon, alors tu vas me dire, oui, mais on est dans les abysses. Oui, mais les abysses, c'est des énormes grottes en fait. Il y a tous des biomes qui existent dans les grottes, donc en fait, il y a quand même une distinction notable, tu vois. Oui. Ok, bah voilà, donc Noirceux et Boiselier. Ok, et donc parmi ces 4 langues, il y en a une que tu sais écrire. Ah ouais. Peut-être elfique. Ah, c'est toi qui me dis. Allez, elfique. Enfin oui, parce que je me disais, bon, le plus logique. Allez, elfique, c'est plus logique. Il y aura d'autres gens qui vont savoir lire le citadin. Sûrement. Oui. Peut-être. Je crois. Du coup, je dois cocher, c'est la petite case à côté, c'est ça? Tout à fait. Pour dire. Exactement. Très bien. Qu'est-ce que c'est bien fait. C'est bien fait, hein, c'est bien pensé. Hein. Ouais. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh ben écoute, nous avons fini. Il te manque que ton nom, mais sinon tout le reste a été complété, sauf erreur, donc bravo. Ton personnage est désormais créé. Oui. Tu es donc une chevaucheuse ou chevaucheur qui est tueur de monstres et pèlerin. C'est ça. Bravo. Et mage du coup. C'est un beau CV. Ben oui, c'est très bien. Est-ce que vous parlez d'économie aussi du coup? Je fais de la finance sur le côté. S'il y a des... Oui, je fais du conseil financier. Mais j'imagine, tu sais, la première séance. Alors, est-ce qu'on vous a parlé quand même de la problématique de l'habitation étalée? Non, parce que c'est pas pour rien qu'en fait on a pensé la ville du pylône comme ça. Vous savez qu'en niveau de densité, c'est vraiment super bien pensé. Hein. Mais oui. Franchement, là, vous vous rendez pas compte tous les gains qu'on a par rapport au fait de si on s'étalait. Hein, niveau transport, vraiment, c'est Mais oui, totalement on a tout différent. apporté là, théorie des 5 minutes ou je sais pas quoi. Incroyable. Hein. Et sur les côtés, tu vends des NFT? Oh non. Oh non. Oh non. Et Bon, autres bah, systèmes voilà. pyramidal et compagnie. Oh, quel enfer. Quel enfer. Peut-être Mais ouais, que la c'est patrouille cool. fait des systèmes pyramidales pour vendre des lettres qui ne servent à rien en fait. Mais oui. Pour aider les gens, pour créer de l'emploi, créer des opportunités. Créer de la valeur. Voilà. Startup Nation Quel finalement. enfer. Quel enfer, quel enfer. Est-ce que tu as des questions quelconques? Non. Est-ce que tout est bien C'était et on peut super conclure? clair. Ouais. Eh ben, J'ai du trop coup, hâte de jouer. Bah, bientôt, j'espère. Il manque plus que 2 personnes. Oui. On n'a plus que Nymeria et Metallicorn. Si la table se confirme bien comme ça jusqu'au bout. Vu que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de retour pour les autres créations de personnages, je sais pas. Je présume que oui, hein, normalement c'est pas censé exploser, mais on verra bien. Je vais couper là-dessus l'enregistrement. Tu peux dire au revoir. Voilà. Au revoir. Et du coup, au revoir, petite fougère de YouTube, et à très bientôt pour les prochaines séances. Ciao, ciao, ciao.